frais, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens. Merci, ça. Ah, attendez, j'allume un feu. Allez, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel, près duquel on va retrouver de futurs anciens amis. Parce qu'aujourd'hui, on va recroiser quelques personnages d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans pour nous, mais d'il y a dans plus longtemps pour Roland notamment. Aïe, compagnons Zéphyria les grands poils. Aïe. Aïe, vous deux. Bienvenue dans ce 27e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, on commence la partie 3 de Magie et Cristal, qui s'appelle Vienne la moisson, et on lit les 4 premiers chapitres, ce qui faisait chez moi à peu près une centaine de pages dans mon édition. Et d'abord, comme d'habitude, on commence avec quelques commentaires. Alors, on a eu beaucoup de commentaires qui sont des commentaires merci, cool, à du prochain épisode, tout ça. Une fois de plus, qu'on lit pas forcément ici et auxquels on réagit pas ici. Et assez peu de commentaires sur lesquels on peut faire du débat, de la théorie, de la discussion, mais parce que le passage s'y prête pas trop, en fait, là où on en est. Oui. Seth Tadding nous a laissé un commentaire qui le résume plutôt bien en disant on se torture beaucoup moins l'esprit que dans le reste du cycle. On se contente de découvrir petit à petit le passé de Roland. Tom est malgré tout mon préféré. J'étais pourtant bien déçue à la première lecture quand j'ai compris que l'on ne verrait pratiquement pas le cathète avancer dans ce livre. Et je suis assez d'accord. Moi, à ce stade de la lecture, j'aime bien ce qui se passe, mais j'ai envie de retrouver Eddie, Jake et Susanna. Ça va venir. Faut pas s'inquiéter. On vient de passer la moitié, quoi. Ouais, en fait, là, je suis pas pressé de les retrouver, je suis pressé que l'action arrive, en fait. Et ce qui arrive bientôt, là. On est vraiment sur la descente, là. Enfin, je dirais c'est la montée dans le sens, il y a plein de choses qui sont construites, le roller coaster, il va tomber d'un coup, quoi. Tous les fils vont se rejoindre, là. Ça va être... Là, on le sent sur ce quadruple chapitre, la fin est incroyable, je trouve. Et moi, je tenais à dire que même si on réagit pas aux commentaires ou que des gens qui nous disent merci, qui ont hâte d'attendre le prochain épisode, ça nous fait très plaisir de les lire. N'hésitez pas à continuer. Oui, on réagit pas en podcast, mais on vous répond toujours. On met pas de voix là-dessus. Ouais. En vrai, je serais content de dire que je suis content de les lire, mais je les lis pas, donc je peux pas être content. Mais si, parce que je les mets tous dans le Discord. Ouais, je lis pas. Quand c'est pas une question, quand je vois pas un point d'interrogation à la fin, je lis pas. Je suis pas sur. Ouais, ok, cool. Okay. Super. Vous êtes content, ouais, super, ouais, vous êtes content. Il est salé. C'est faux de ouf, bien sûr. C'est faux de ouf. Je m'endors sur ces commentaires tous les soirs. Tu les mets sur un papier. Il est dans les extrêmes, il est dans les deux extrêmes. Je m'en bats les couilles ce que vous dites. Non, je dors avec, collé à ma joue. Non, c'est faux. Merci à vous. En plus, on a des gens je discutais avec une auditrice sur Blue Sky hier ou avant-hier, où elle me disait qu'elle avait toujours plein de choses à dire. Et je dis, dis-le nous, on te répondra en épisode. Elle dit, mais non, mais parce que je vous écoute en conduisant ou en courant, donc du coup, je peux pas prendre de notes. Et donc, je l'ai mise au défi au prochain épisode d'avoir des questions pour nous en prenant des notes. Non, après, tu vois, genre, où s'arrêter. Prévention doit pas être... C'est pas moi qui vais lui dire ça, évidemment que non. Oui, sinon, un vocal, faites-moi des vocaux, bien sûr, faites-moi des vocaux si elle court un semi-marathon, ça va être difficile d'avoir 2 heures de vocal, mais je veux pas être... Non, mais sur Instagram, on peut faire des vocaux. Donc, faites-moi un vocal sur Instagram, en DM sur Stephen King France, et ça sera parfait. Ouais. Ça sera très bien. On a quand même Jean-François Delsin, en fait, qui a réagi sur Facebook. J'ai acheté, au mois de février, les 5 magazines fiction qui ont publié les 5 nouvelles dans leur première version, qui, plus tard, ont fait le Pistolero. Donc, c'est des magazines des années 80. Ouais, incroyable, trop cool. cette couverture. Je les ai achetés à la librairie Stila, SCY2LA, qui fait aussi de la livraison. Donc, n'hésitez pas. C'est une librairie spécialisée et d'occasion et littérature de l'imaginaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir là-bas. Et je les ai achetés pour pas si cher que ça, en réalité, parce qu'on était à entre 7 et 8 euros le magazine. Donc, c'est littéralement rien du tout. Ils sont pas si difficiles que ça à trouver. Donc, si ça vous intéresse de les avoir, prenez-les. Moi, j'ai l'intention cet été de prendre le temps de les lire, les nouvelles, et de les comparer avec la première version du Pistolero. Trop bien. Pour voir s'il y a des choses qui ont changé ou pas au moment où ils ont fait un premier tome, sachant donc la version qui n'a pas encore été réécrite. Et on a justement, du coup, c'est pour ça, Jean-François Delsin qui commentait sur le post que j'avais fait sur le Facebook Stephen King France en disant du coup, va-t-il y avoir un épisode 5,5 de la 19e Palabre pour comparer les nouvelles à la V1 du Pistolero. Alors déjà, je pense que c'était une référence à La Clé des Vents, qui est un tome 4,5 et pas 5,5.
Et ensuite, après, des idées de hors-série de la 19e Palabre, on en a plein. On en a sur les comics, on en a sur les adaptations qui viendront, tout ça. On verra peut-être plus une question de temps. Il y a peut-être pas grand-chose à dire en plus. Je pense qu'il y a moins de choses à dire de la version magazine à la V1 du Pistolero que de la V1 à la V2 du Pistolero. Et c'est un truc que Zef, toi, t'avais fait en direct. La lecture, la lecture. On verra peut-être. Mais c'est beaucoup de temps tout ça, donc on verra bien. Et on a Seth Tadig sur Instagram qui nous a demandé comment vous est venue l'idée de faire le podcast, car faut être un peu maso vu les pavés, non. Alors moi, je crois que Zéphiriel et moi, on n'a pas la même version de la jeunesse du podcast. D'accord, ok, d'accord. Moi, le souvenir que j'en ai, pour remonter l'historique, c'est, je crois, fin 2021 et début 2022, avec le podcast Le Roi Steven, on termine La Tour Sombre, dans ces eaux-là. C'est à cette époque-là, Zef et Grand Poil font du jeu de rôle. Moi, je connais Zef via une autre amie, machin. Et donc, du coup, Zef commençait à être sensibilisé à La Tour Sombre et à Stephen King. Sensibilisé. Drogué. Le gars, il a fait une formation. Bah oui, t'as commencé à nous côtoyer. Donc, du coup, par la force des choses, on a beaucoup parlé de King, on a beaucoup parlé de La Tour Sombre. Et toi, t'avais déjà lu Le Pistolero quand t'étais plus jeune, il me semble. Et t'as repris la lecture, tu l'as plié en 3 mois, et moi j'ai un souvenir de tout 2022 où on discute de façon assez régulière. En fait, moi j'ai un souvenir de c'est toi qui pousse plusieurs fois l'idée de il faut faire un podcast, j'ai trop de choses à dire, il faut faire un podcast. Et moi, je suis en mode, en fait, non, parce que ça va juste prendre beaucoup trop de temps, parce que si je fais un podcast sur La Tour Sombre, ça sera un truc Stephen King France, donc il faut penser à un logo, à une ligne éditoriale, à du son, parce que c'est mon métier, en fait, je fais pas genre, juste un podcast. C'était difficile de penser à ça pour toi, genre, ouais, c'était pas excitant d'y penser, quoi. Moi, je me suis dit, c'est juste beaucoup de boulot, parce que, et genre, je pense que la 3e ou 4e fois, ou pendant une demi-heure, elle faut faire un podcast, je crois que tu me dis un truc de toute façon, si c'est pas avec toi. Genre l'enfant qui est dans un coin en disant vraiment podcast. Mais non, mais papa, c'est maman, 1h30 de discussion. C'est 1h30 de discussion sur La Tour Sombre avec à chaque fois, mais si on avait un podcast, on pourrait le dire et on pourrait savoir ce que les gens en pensent, tu vois, les trucs comme ça, et moi qui cède, mais c'est pas sous la contrainte, tu vois, et en fait le truc dont je me souviens, c'est dire ok, mais on fait ça avec Grand Poil. Mais je crois que c'est un truc dont on avait déjà discuté entre nous, à dire de toute façon, si on fait un jour un truc sur La Tour Sombre, on le fait avec Grand Poil. Mais c'est venu, pour moi, ça vient d'une impulsion de Zef qui a besoin de s'exprimer sur La Tour Sombre et qui du coup pousse un peu du pied en mode viens. Toi, t'as les gens qui te suivent déjà pour La Tour Sombre, donc viens, laisse-moi parler de La Tour Sombre, tu vois, un truc un peu comme ça. Ouais, en vrai, les gens, je suis pas, les gens qui me connaissent un peu, sont pas surpris de dire, je m'en fiche un peu de savoir si les gens écoutent ou pas, dans le sens, je suis content que les gens écoutent. Ah, je disais pas ça pour ça, ouais. Oui, je suis pas sur la gloire d'être écouté. J'ai pas exactement la même version, mais c'est peut-être juste rajouté. En vrai, moi, quand je lis La Tour Sombre à l'époque, à chaque fois que je finis un tome, j'écoute ce que vous en avez dit sur Le Roi Steven. Et je suis agréablement déçu de ce que vous dites dessus. Le agréablement, c'était pour l'effet de style. Je suis assez déçu de ce que vous en dites, dans le sens, la ligne éditoriale du Roi Steven, elle est pas pour moi. Je vais dire comme ça. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de... pour moi, il y avait... Mais il faut voir le moment où moi, je découvre La Tour Sombre et je suis en pic d'émotionnel positif fort sur ça. Et je vous écoute et vous êtes, pour moi, la lie de l'humanité quand vous critiquez ça. Et je suis en mode, les gars, je peux pas comprendre, je peux pas imaginer qu'on ne puisse pas aimer ce qu'on est en train de lire quand on lit La Tour Sombre. Point que j'arrive à défendre encore aujourd'hui. J'en ai discuté avec un collègue il n'y a pas si longtemps que ça, qui a lu La Tour Sombre, qui avait pas aimé. Et j'ai réussi à lui faire changer plus ou moins le changer d'avis. Grand Poil et moi, on avait une position pas évidente qui était que, en fait, on pouvait pas... nous, les éléments qui faisaient, je pense, qu'on aimait La Tour Sombre, c'est parce qu'on voyait aussi ce que ça préparait et que la ligne éditoriale du Roi Steven, au-delà des personnes à l'époque qui étaient encore très présentes et qui étaient très salées, et Dieu sait que j'ai eu beaucoup d'embrouilles à ce sujet-là avec des gens du Roi Steven. En fait, la ligne éditoriale, c'est on spoile pas avant la fin, quoi. Et donc, oui, bien sûr. L'idée de ce podcast-là, c'est aussi de se dire, dès le début, on spoil, et c'est pour ça. Et je sais que Grand Poil et moi, pendant Le Roi Steven, on s'envoyait des messages en mode, s'il savait, et tout. Et du coup, c'était devenu un peu difficile à défendre.
Oui, mais enfin après, je suis pas là pour faire le procès du Roi Steven. Après, il y a ce truc de, moi, je suis dans l'émotionnel positif. Je dis vous parce que vous en faites partie à ce moment-là, hein, mais c'est pas juger les gens ou quoi que ce soit, ni vous ni les autres. Il y a beaucoup de critiques autour de ça que je trouve ok ou pas, mais c'est un autre sujet. Et donc tout du long, je suis en mode, oh, les gars, on peut pas critiquer ça et pas comprendre la mythologie ou l'univers de King autour de ça. Enfin, il y a 1000 trucs à voir, en fait. Je comprends pas que vous les voyez pas, en fait. Et c'était plus ce truc, cette surprise de, attends, vous êtes bien d'accord qu'il y a une méta incroyable là-dedans, que vous êtes pas entre... Et à chaque épisode, vous en discutez pas. Et moi, je suis frustré derrière mes écouteurs en disant... et je me souviens parce que je courais beaucoup, enfin je cours toujours, mais c'était vraiment pendant mes courses que je vous écoutais le plus, et j'étais en mode, mais les gars, ils sont pas en train de voir la méta qu'il y a derrière ce passage qui est incroyable, le multivers, et les gars, réveillez-vous, il y a un truc à dire. Et j'étais vraiment très frustré sur ça. Enfin, effectivement, et puis on n'est pas des pros de l'analyse littéraire, on n'a pas forcément le même ressenti, ce genre de choses, donc qui fait que... Bien sûr. Moi, je comprends tout à fait qu'on ait ce genre de ressenti aussi, en mode, mais vous passez complètement à côté du truc, ah bah, tant pis. Non, mais c'est pour ça que je critique pas ce que vous avez fait, loin de là. Enfin, c'est plus qu'honorable le boulot qu'il y a autour de ça, et la ligne éditoriale, ce qu'elle est aujourd'hui, j'entends complètement. C'est, encore une fois, c'était beaucoup dans l'émotionnel. Je comprends. C'est pas une critique des personnes et du travail. Et de fait, je me souviens que sur la fin, je vous envoie une question qui est bottée en touche en mode ouais, ok, ta gueule. Et sur le dernier épisode, sur est-ce que vous avez des questions? On va traiter la tour sombre, la fin. Vous avez des questions? Et moi, j'avais envoyé une question sur quel est je crois que c'était un truc sur la méta, justement. C'était en mode que pensez-vous de la méta que Stephen King injecte dans la tour sombre, qui est absolument incroyable par rapport à son œuvre ou un truc du genre. Et je me souviens que la question, elle est en mode on comprend pas, on s'en bat les couilles. Allez, ciao. Non, elle est pas on comprend pas, on s'en bat les couilles. Elle est dans le Roi Steven, pour moi, il y a une personne qui a autant de sensibilité à la méta que toi, c'est Emmerich. Parce que et peut-être Grand Poil, mais peut-être à un autre niveau. Mais Emmerich, il connaît pas aussi bien l'œuvre. Voilà. Et en plus, vu qu'on a mis beaucoup de temps à le lire, il y a ce truc où il y a des choses qu'on oublie, quoi. Toi, t'as lu la tour sombre en 3 mois et demi. Non, mais c'était pas on s'en fout. Je veux bien reconnaître le Roi Steven est salé, machin truc, et Dieu sait qu'il y a des choses qui me dérangent aussi. Et on est une grande équipe, donc c'est comme une équipe au boulot, mais on n'est jamais en mode on s'en fout quand on nous envoie des messages et des questions. Je le tourne à la rigolade volontairement pour non, mais c'est pour les personnes qui écoutent pas le Roi Steven, on va pas non plus... Bien sûr. Allez, mais je pensais avoir débunké c'est ok, tout ce qui est dit, j'ai aucun retour salé à donner, quoi. Et donc voilà, et donc effectivement, c'est ça qui me fait dire, moi j'ai envie d'en parler de la tour, et du coup je suis en pleine relecture, enfin je suis en pleine lecture du truc, et j'enchaîne du coup les œuvres de King qui sont un peu liées autour la tour sombre, enfin brume, tout ça, machin et tout. Je suis en mode, wow, attendez, il y a plein de trucs qui sont liés. Et du coup, j'essaie de débunker les trucs à chaque fois que je lis un King, c'est lié à la tour sombre ou pas, ou est-ce qu'il y a des références cachées, ou est-ce qu'il y a des trucs qui ont inspiré un truc. Et voilà. Et c'est là, effectivement, où on en parle et on se dit, ce serait cool d'en discuter. Moi, j'ai envoyé un message à Grand Poil le 3 novembre 2022 en lui disant « Bonjour, je viens pour une proposition indécente. » Oui, il m'envoie un smiley sceptique et je lui dis « Enfin, un début 2, le temps que ça fasse son bonhomme de chemin dans ma tête. Un podcast sur la tour sombre où on lit 3-4 chapitres. » Moi, je fais un court résumé. Bon, c'est un peu perdu sur le court résumé. Et on en débat et on dit tout ce qu'on en a à en dire. Ça te chauffe. Un truc plus détaillé. Et je lui dis, toi, moi, et un argument de choc à Zéphiriel. Parce que je sais, parce que déjà, à l'époque, vous faites du jeu de rôle ensemble. On pourra greffer du monde au fur et à mesure, mais dans un premier temps, ça serait ça. Spoiler alert, on n'a greffé personne du tout. Et c'est très bien comme ça. Ça suffit. Et il me dit, la réponse de Grand Poil, c'est horriblement long en termes comme projet. Oui, c'est long. Bah ouais, regarde, 2 ans après, on en est quand même, ça va, à la moitié de tome 4. Franchement, on a bien avancé. Oui, on est typiquement à la moitié de la moitié. Hein. Enfin, vraiment, à la moitié du cycle. Si on est à la moitié du tome 4. Ouais. Pas en nombre de pages, mais en non, pas en nombre de pages encore. Hein. Non, ouais, c'est ça. Il y a il y a un nombre de pages. Et donc, Grand Poil me répond, ça me ferait kiffer de discuter avec vous, mais il faudra voir le format, machin truc. Et en fait, on en a parlé le 2 novembre 2022. Et en décembre 2022, on sortait le teaser pour le premier épisode en janvier 2023. Donc, Grand Poil, si vous avez des projets de podcast, Grand Poil, c'est votre... Non, mais moi, je suis une cible facile, moi.
Arrêtez, moi, je peux plus me permettre de dire oui, il y a des trucs. Il y a des gens au sein du label, ils ont capté. Je pense que Pomme, elle pop dans ses DM tous les 2 jours avec « Et Grand Poil, viens faire un podcast, Grand Poil. » C'est ça, au moins, pour essayer des formats, des trucs, je dis, bah, ok, ça sort pas, on s'en fout, mais vas-y, oui. Expérimentons. Tu es le bêta podcaster. Ouais. Voilà, notre genèse de la 19e cool. Palabre. Encore une prise d'otage réussie. Et oui. Ouais. Pas peu fier. Du coup, on va passer à la suite des événements. Est-ce qu'on a un Previously On du dernier épisode ? Oui, bien sûr, pardon. Alors, attends, il est écrit depuis au moins longtemps. 1 heure. Non. Le pire, c'est que, honnêtement, quand on sortait de l'épisode chiant, ouais. Celui de, pas le 26, mais le 25. Oui, celui d'avant, ouais, encore, ouais. J'ai réécouté l'épisode. Là, j'ai couru 3 heures lundi matin et j'ai réécouté du coup l'épisode celui-ci en me disant je me souvenais plus du tout de ce qu'il y avait dans le précédent. Du coup, ça m'a permis de réécouter. Et là, j'ai refait le résumé soir et j'étais en mode je me souviens plus de l'épisode d'avant. C'était très chiant aussi en fait. Mais en fait, non, ça va. Alors que Roland et Suzanne jouent un peu. Oh ça commence. Toi aussi, faut pas prendre des notes en courant. C'est horrible. Non, mais il faut que je rachète ceci. Je rachète des recharges aussi. Alors que Roland et Suzanne jouent au jeu on s'aime pas, on s'aime pas, on se voit pas. Le cathète découvre le secret derrière Ambry, les chasseurs de cercueils et Sidgo, le lieu où le pétroléum est gardé. Suzanne commence à se poser les bonnes questions concernant le décès éventuel assassinat de son papa. Roland et Suzanne bougent des trous ensemble. Oui, très bien. On l'a. Vous l'avez ou pas? Ils ont sauté dans la paille. Non, c'était quoi que t'avais dit Soulève-moi dans la paille. Soulève-moi dans la paille. Suzanne se teste une nouvelle coupe de cheveux et Jonas et Cordelia se rapprochent, mais c'est pas vraiment rassurant. Fin du résumé. Donc, 3e partie, Vienne la moisson, et ça commence avec une illustration de la vigie dans une main. On y reviendra plus tard, parce que moi j'ai 2 potentiels d'explications pour cette illustration. C'est Jonas qui trouve la vigie. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est Jonas. J'ai une deuxième potentielle explication pour cette. Deuxième potentielle explication. Et je vais pas spoiler tout de suite. Chapitre 1, Sous la lune chasseresse. Et vu qu'on est toujours en train de chercher pourquoi tel titre machin, la lune chasseresse, là, elle sert surtout à appuyer ce que King va faire tout du long des prochains chapitres, c'est-à-dire un genre de petit éphéméride régulier de la chasseresse est à son demi et la chasseresse est pleine, machin, pour nous aider non pas à faire un horoscope, mais à se repérer dans le temps. C'est un genre un peu de décompte. Même si on sait pas combien de temps durent les phases de la lune à chaque fois. Il le dit régulièrement, 1 semaine, 2 semaines à passer, machin et tout, c'est assez... Et en général, c'est une lune complète, c'est un mois, même si... 28 jours. Enfin, chez nous, c'est 28 jours un cycle de la lune. Alors, la dernière fois, on était resté en suspense avec une phrase pas terminée. Et donc, l'idée, c'est juste que le parfait amour est chiant. Moi, j'étais allé voir... vous étiez pas allé voir. J'étais allé regarder. Ouais. Pour King, c'est l'accoutumance qui fait que c'est chiant. Mais il rapproche encore plus avec la drogue. Le parfait amour est dangereux. En fait, ce qui est intéressant d'introduire cette partie-là avec le fait que le parfait amour est chiant, en fait, c'est que quand il est chiant, ça veut dire qu'il nous intéresse plus jusqu'à ce qu'il devienne dangereux. Et King, là, à part un tout petit peu au début de ce point-là, et encore parce que c'est plutôt un point de vue extérieur, on va plus du tout s'intéresser à Roland et Suzanne, on n'a plus du tout leur point de vue, alors que là, ça fait quand même 2 épisodes, donc au moins 150 pages qu'on est quasiment que avec Roland et Suzanne, et là, on s'y intéresse plus jusqu'à au moins, je pense du coup, le chapitre 5. Parce qu'on retrouve le point de vue de Roland à la fin du chapitre 4 qu'on va lire là tout à l'heure, et on retrouvera Suzanne, je pense, directement après. Ouais, c'est intéressant qu'ils perdent ça. Je pense qu'en fait, ils sont tellement occupés à autre chose dans leur amour qu'on n'a plus besoin de les suivre, en fait. Ils sont puis c'est chiant à raconter, tu vois, en fait, juste... bien sûr. Ils sont contents, c'est chiant. Voilà, il se passe plus rien. Ouais, puis c'est pour montrer qu'il se passe d'autres choses pendant qu'eux, justement, sont préoccupés, sont vraiment presque distraits, en fait. Et ce qu'on appelle la lune chasseresse, c'est celle qui marque la fin de l'été et le début de l'automne, quand les vents se lèvent et où tout le monde s'active pour préparer l'hiver.
Roland et Suzanne vivent entre extase et délire, gardant tant bien que mal leur secret, sachant qu'au pire, il faut tenir jusqu'à la nuit de la moisson. Ils se cachent sans vraiment se cacher, meilleure façon de ne pas attirer l'attention, et Cordelia voit d'un mauvais œil les nombreuses sorties à cheval de Suzanne. Utiliser la pierre n'est pas assez discret, ni assez mature, ils ne sont plus des enfants après tout. Mais pas de souci pour utiliser Chimie, le plus discret des débiles légers. Un temps du moins, ils réalisent vite que c'est injuste de le mêler à leurs affaires. Ouais, il y a une comparaison avec encore la drogue qui était ultra sordide, je trouve. C'est à tout prendre, ces lieux étaient dans leur ensemble assez sordides que ceux où les drogués se réunissent pour se livrer à leur vice. Il y a vraiment ce truc Enfin, il refait encore cette comparaison avec la drogue qui je trouve ultra dure parce que ça... Il y a un sous-entendu ils vivent pas leur meilleure vie avec le sexe et l'amour. Ils sont vraiment dans un chemin où ils sont en perdition, quoi. Et tu sens ce truc là où vous êtes, c'est de la perdition. Vous allez en crever, en fait. Vous allez vraiment vous mettre à mal. Et je trouve que c'est assez dur comme comparaison. Elle est assez violente sur ce que vivent Suzanne et Roland. Et elle dit beaucoup de l'issue. Hein. C'est un peu... soit c'est fatal, soit tu t'en sors, mais avec des grosses séquelles dans l'idée. Ouais. Et ils expliquent que 5 semaines à passer au fur et à mesure parce qu'ils ont utilisé une demi-douzaine de fois Chimie pour leur message. Chimie. Pour leur message. Chimie. Et en fait, je crois qu'après, il explique qu'ils se sont vus tous les jours pendant 5 semaines quasi. Je me dis, waouh, quelle endurance. C'est fou. La jeunesse. Il y a un moment aussi où il parle de... Et je sais pas si c'est pour mentionner que Roland aurait un peu de The Touch. Il lui parle d'une voix profonde qu'il a pas mis en garde, là où sa conscience lui a parlé. Ouais. Et j'étais pas sûr qu'on ait déjà parlé de cette voix profonde de Roland, non, pas trop. Son instinct, son intuition comme ça, qui pourrait le mettre en garde et lui parler de temps en temps. Ouais, je suis assez... je sais pas si ce serait vraiment le Touch ou le Shining pour les versions françaises. C'est pour ça, mais oui, c'est. Je pense que c'est plus son intuition, ouais, effectivement. De leur côté, Alain et Cuthbert sont contrariés du comportement de Roland. Cuthbert l'est particulièrement, il ne reconnaît plus son vieil ami. Quand il pose des questions à Roland, Alain et Cuthbert sont confrontés au même problème qu'Eddie quand il lui pose des questions. Il répond sans répondre, trop obnubilé par sa drogue du moment. Là, on est dans le cas de Suzanne, mais quand on est avec Eddie, c'est la tour. Cuthbert est jaloux. De Suzanne de lui avoir piqué son ami, et de Roland d'avoir eu la plus jolie fille. Et on verra plus tard, il est aussi jaloux que ce soit lui qui ait été le premier pistolero. Je suis pas... c'est marrant ce truc de jaloux, parce que c'est Alain qui le dit en disant il est jaloux d'eux. En vrai, c'est difficile la situation de jalousie versus bon sens de la situation, en fait. Parce qu'en fait, Cuthbert, il est vraiment en mode... Le bon sens de la situation a été perdu et en fait ça passe pour de la jalousie en plus parce que la situation rend le truc un peu en mode il est jaloux. En fait il est vraiment, on le verra au fur et à mesure, il est vraiment en mode non, la situation nous échappe, on a besoin de faire quelque chose et personne ne bouge son cul, quoi. Et c'est aussi pour ça je pense que Roland a du mal à l'écouter, quoi. C'est que pour lui je pense qu'il ressent cette part de jalousie et qu'il n'a pas conscience de la réalité de la situation. Ouais, bien sûr. Oui, après il y a un moment où Roland, vers la fin de ce qu'on va résumer aujourd'hui, on comprend qu'en fait il avait un plan, on comprend qu'en fait il attendait, on nous dit qu'il a perdu son cœur mais pas son esprit. Et en fait il y a un moment où il commence peut-être à se réveiller, mais justement parce que là on sait qu'il se voit moins, et peut-être que du coup de fait de moins se voir, il y a peut-être les premières fois où il se voit moins, l'absence et l'envie de Suzanne qui prennent beaucoup de place, mais aussi le fait de moins la voir, qui va remettre un peu de place pour réfléchir à ce qui se passe. Ouais. Alain, lui, il voit plus loin. Pour lui, c'est le cas qui en a décidé ainsi. Il faut lui faire confiance. Et peut-être même qu'ils auront besoin de Suzanne à un moment. Une chose est sûre, il faudrait qu'il commence à compter ce qui se trouve sur l'aplomb. Et si Alain n'est pas jaloux, il est en tout cas très inquiet des événements à venir. J'aime bien ce passage parce que, en fait, toujours la question du cas, à quel moment on le remet en question, ou à quel moment on se dit, bah, c'est le cas, c'est ma décision, et c'est pas le cas, et versus machin. Et là, je trouve, la croyance aveugle entre la véritable... en fait, à quel moment on est entre la croyance aveugle et la véritable raison du cas. Et en fait, Cuthbert, il dit... au bout d'un moment, en fait... au bout d'un moment, il est difficile de voir le bon côté de cette croyance, en fait, du cas. Parce que tu sais pas vraiment, en fait, ce que tu es en train de suivre. Et je trouve ça ultra difficile. C'est pour ça que je expliquais dans les épisodes d'avant je trouve que les gens, ils
il se repose un peu trop sur c'est le cas, je verrai, je vais prendre des décisions et je verrai bien ce que ça donne. Et en fait, c'est surtout que c'est censé être hors de tes choix, en fait, en dehors de tes mains, que le cas agit vraiment. Et comme j'expliquais, le cas, il te remettra toujours sur tu prends à gauche, mais tu devais prendre à droite, le cas te dira à un moment, en fait, reviens sur tes pas et reprends à droite, quoi. Et c'est intéressant que les gens ont toujours cette croyance de, c'est le cas qui me guidera. Je sais pas, je trouve ça... Moi, ça me dérange toujours un peu, mais c'est toujours le Seigneur, machin, ça marche. Oui, c'est ça, on en revient à la fois. Ouais, complètement. Les garçons sont des enfants, et comme tout enfant, ils pensent les adultes plus malins, ou en tout cas plus en contrôle, et ne se doutent pas de la nervosité qu'ils créent chez 2 des 3 grands chasseurs du cercueil. Ainsi, De Pape et Reynolds interrompent Jonas et Rimmer dans une partie de cartes pour leur faire part de leur inquiétude. La date, on comprend que là, par là, ils n'entendent pas de la nuit de la moisson, se rapproche. Il ne faut prendre aucun risque et aller voir au Barca si tout ce que le vieux de Rizzi a dit est vrai. Juste sur la fin du point 3, Alain s'allume une cigarette. On est quand même sur des enfants de 14 ans, voilà, je précise. Sachant que dans l'entre-deux-mondes, on apprendra dans le tome 7, je crois, que le tabac est bénéfique pour le corps et l'esprit. Il n'est pas négatif du tout. C'est un tabac vraiment très bon, pur, machin et tout. Ouais, je sais plus ce qu'il fait, mais je crois que Roland explique dans le tome 7 que ça lui éclaircit les idées ou ça le rend plus vivace, ou il y a un truc un peu chelou autour de ça qui justifie je fume depuis que j'ai 12 ans et c'est ok pour mon corps, quoi, tu vois. Mais c'est pas impossible, hein. Là, il parle vraiment de tabac pour le coup. Il parle pas d'autre chose que tabac tout. Oui, ok. J'étais en train de me dire, je sais plus ce qui est utilisé pour le rituel de Shad, parce que le rituel de Shad, il fume pas, mais ça reste une décoction d'herbes qu'on brûle, mais je sais plus lesquels il y a. Pour un peu ouvrir l'esprit, justement. C'est de l'encens, voyons, c'est de l'encens. C'est de l'encens, oui, mais il y a quoi dans ton encens? Tu peux faire de l'encens à base de plein de trucs. Je veux pas savoir. Et au début du passage 4, il y a qu'Hubert et Alain trimballaient une conviction erronée courante chez de nombreux garçons de leurs âges. Ce qui c'est que voir leurs aînés était plus mieux qu'eux et qu'ils devaient avoir peur d'eux et que ça pouvait pas être le contraire. Ouais. Et c'est marrant, je trouve que cette conviction, entre guillemets, elle est pas nécessairement liée qu'aux enfants. Enfin, aujourd'hui, même moi, oui, j'ai toujours cette conviction qu'une personne peut être meilleure que moi sur un sujet, et en fait, quand tu te rends compte que la personne, elle est nulle, en fait, ou moins bonne, il y a quand même un peu un truc... Parce que plus expérimenté ou plus âgé, tu veux dire? Les deux, mon capitaine. Une personne qui parle d'un sujet, qui se dit être spécialiste dessus, parfois, quand tu discutes avec elle, tu te rends compte qu'elle en sait moins que toi, ou qu'elle est moins avertie. Mais c'est intéressant, je trouve, comme système... de piédestal, en fait, grosso modo. Ne rencontrez jamais vos héros, quoi. Genre, c'est un peu l'idée, quoi. Oui, puis c'est un peu culturel, on sous-estime beaucoup les enfants, et dans les nouvelles éducations qu'on a maintenant, on arrête de les prendre pour des idiots, mais il y a toujours ce truc de... c'est des parents qui divorcent et qui le disent pas aux enfants. Les enfants, ça fait longtemps qu'ils ont capté que ça se passait mal, toi. Des choses comme ça, en fait, ils voient toujours beaucoup plus que ce qu'on pense, et on sous-estime les enfants et on surestime les adultes, et c'est vraiment culturel. Mais c'est intéressant là de voir que même dans ce cas-là, alors qu'ils ont déjà rencontré les grands chasseurs du cercueil, qu'ils ont déjà compris qu'il y a un truc qui se trame, que Roland est déjà devenu pistolero, donc il a quand même déjà fait ses preuves, il reste quand même dans cette position d'enfant, et pas de... ils ont un truc où ils vont jouer au grand, mais ils savent quand même qu'ils sont des enfants, et ils gardent leur réflexe d'enfant. Il y a un truc d'apparence, en fait. Un peu je vais pas dire de charisme, mais presque, tu vois, c'est comme rencontrer quelqu'un qui donne l'impression d'être ultra balèze, ultra fort. Tu as toujours un truc de wow, attends, cette personne elle va être plus forte que moi. Alors qu'en vrai, c'est du show-off. Et il y a beaucoup de choses. La posture. Pardon ? Non, je disais, c'est la posture. La posture va aider grandement à établir leur rôle et leur position, leur force envers les autres, quoi. Complètement. Pour Eldred Jonas, il faut attendre. Il ne va pas laisser la peur le forcer à faire le premier pas. Pistolero ou pas, il n'est pas inquiet, et même confiant quant à sa capacité à les neutraliser. Et impossible qu'il se doute de ce qui se passe ici. Et donc là, on est vraiment dans ce qu'on disait. Jonas les sous-estime complètement, alors qu'il s'est déjà fait piéger par eux. Et j'aime bien aussi que dans ce passage-là, alors Jonas, il y a un peu la caricature du grand chef avec ses deux sbires un peu teubés, parce que tellement. Et en plus il leur dit, vraiment les autres ils essaient de venir le voir en mode, chef, on a eu une idée, on a discuté entre nous, et l'autre il leur répond, c'est dangereux de penser pour des gars comme vous, comme de se curer le nez avec la pointe d'une balle.
C'est les Dalton. Mais c'est ça, c'est les Dalton. Il y a Joe Dalton et puis il manque Avril là dans l'histoire, mais il est pas loin. À mon avis. Joe, il est pas si intelligent que ça, hein, Dalton. Fais attention. Non. Oui, mais dans la mécanique, tu vois. Mais c'est marrant parce que du coup, on est à l'inverse avec Eldred et ses potes, de Roland et ses potes, parce que qui est du Eldred est dans le cas de Roland de dire non, on fait rien, on bouge pas. Alors il est pas en train de ken quelqu'un pour qui passe ça, il a pas un écran de fumée devant lui, mais il est un peu en mode non mais c'est bon, on verra plus tard. Alors qu'en vrai, s'il avait joué le premier, il aurait gagné quoi. Et donc il réussit presque à balayer les inquiétudes de Rimmer en lui parlant de tout l'argent qu'il aura bientôt et du pouvoir qui va avec. Il pourrait devenir calife à la place du calife. En tout cas pour Jonas, tout est sous contrôle. Et donc c'est intéressant parce que sur la fin de cette discussion avec Jonas et ses potes, il dit il se pourrait bien qu'il soit déjà pistolero en parlant de Roland, mais est-ce vraisemblable? J'y crois pas, et même si c'était le cas, je pourrais me le faire à la loyale, je le sais, et lui aussi le fait. Et en fait, je me dis, putain mec, t'es tellement imbu de toi-même que toi qui as raté le fait d'être un pistolero, aujourd'hui t'as un gamin de 14 ans qui est pistolero devant toi et tu te dis pas que le gamin il est tellement jeune pour être pistolero que c'est plus dangereux pour ta gueule qu'autre chose. Ouais. Je me dis, le gars, il est vraiment au-dessus de tout soupçon, quoi. Vous avez encore des choses sur le point 4 ? Le point 4, oui, j'ai encore 2-3 trucs, une demi-page. Quoi ? Rien. Moi, j'avais juste un petit truc, on nous parle de Farson et de ses chariots de feu et ses robots. Que vraiment, les différences de technologie sont impressionnantes. C'est drôle. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, on entend robot, on n'y penserait pas, mais en fait, quand on va arriver au tome suivant, on va voir que bien c'est sûr. vrai. Ouais. C'est marrant. Et je disais, il y a le Jonas qui dit, non, dit-il, c'est juste votre culpabilité qui vous souffle ça à l'oreille. Ils sont simplement si déterminés à faire les choses, à faire bien les choses qu'ils lambinent pire que de vieux bonhommes à vue basse. Nous ne les verrons que trop tôt sur l'aplomb à compter de tout leur saoul quand ils parlent des enfants qui comptent encore les filets de pêche alors qu'ils devraient être ailleurs. Et en fait, je me disais, putain, c'est vraiment l'orgueil et sa confiance en lui qu'il fait passer au-dessus de ce qui se passe vraiment. La même chose que Roland, quoi. Tu vois, au passage on est à l'inverse complet de ça. Et toute la fin, je trouvais assez agréable, l'échange, donc du coup, avec Rimmer et Jonas, qui est assez agréable parce qu'en fait, on est vraiment dans le point de vue de Jonas et de ses collègues. Et du coup, de voir que le monde et les discussions sont tout autant pauvres et mal barrées et mal déduites, en fait, bordées de mauvaises intentions, de perception des choses et tout. C'est intéressant de voir que personne n'a la vérité et en fait, tout le monde se trompe bêtement, quoi. Ce qui est très, très réel dans la vie, je trouve. De son côté, Rhea a le seum. Son plan a échoué, mais elle n'a pas pu voir pourquoi, ni comment le jeune garçon a pu empêcher ça. Telle une masque toxique, elle tape dans les murs et insulte des gens qui sont pas là. Et c'est inhabituel chez Rhea qu'on lui désobéisse. La fille mérite de mourir. Comble de sa frustration, Rhea est trop déconcentrée pour se servir du cristal. Lui aussi se refuse à elle. Ce qui est intéressant, parce que du coup, on voit que le cristal, en fait, est habité par un démon. Ce qu'elle dit... réadressa le torrent d'obscénité dont elle n'osait abreuver le cristal, entre parenthèses, qui savait quelle entité pouvait secrètement l'habiter, n'attendant que de prendre ombrage d'un tel débordement de langage. Et je me dis, en fait, c'est... Pour moi, c'est une supposition. Ouais, c'est une supposition, c'est pas une affirmation. C'est au cas où, quoi, tu vois, c'est moi, je passe pas sous une échelle, okay, au cas où. Oui, c'est marrant, ok, d'accord. Je l'ai interprété comme... il y avait un démon dedans, mais on ne sait pas qui c'est, et ça pourrait être dangereux de le provoquer. Ah oui. Alors qu'en fait, c'est plutôt... peut-être qu'il y a un démon, donc dans le doute, je vais insulter mon chat et taper contre le mur. Ok. Et du coup, ce qui, dans ma théorie, était intéressant par moment, la volonté toujours au fait de comment fonctionne la magie dans l'entre-deux-mondes, c'est imposer sa volonté à l'autre. Là, pour le coup, elle n'arrive pas à imposer sa volonté au démon qui est à l'intérieur du cristal, parce que du coup, il lui oublie plus. Ouais. Voilà, je trouve que ma théorie fonctionne, donc pour moi il y a un démon dans le cristal, j'ai raison. Surtout qu'en plus Rhea est méchante, elle ne voit que des méfaits. Donc du coup, ça colle aussi de se dire ce qu'elle a réussi à voir, c'est que des choses qui vont lui plaire, et les seules choses qui lui plaisent, c'est de voir des gens qui se tuent, des gens qui s'engueulent, des gens qui... C'est ça, des gens qui agissent mal. Ouais, j'adore cet effet de... Tu regardes la télé, en fait. Oui, en fait, oui, elle choisit ce qu'elle regarde. Ah bah la télé... Donc, on y reviendra. Ouais, c'est ça. Chapitre 2. La fille à sa fenêtre.
La chasseresse en est à un point où on la voit même de jour. Dans la ville, parmi les chariots remplis de courges, des pantins coiffés de sombreros occupent les rues. Et les filles, elles, sont occupées à coudre leurs costumes, pendant que les garçons rêvent au manège et aux jeux qu'il y aura pendant le carnaval. C'est ambiance fête de l'automne chez les Gilmore Girls. Rhea est tellement au bout du bout qu'elle se met à picoler, mais tout s'arrange. Retour du sommeil et cristal qui refonctionne, quand elle a une idée lumineuse, balancer à Cordelia que sa nièce n'est plus pucelle, mais alors plus du tout. La sorcière se délecte d'avance des pleurs de Suzanne qu'elle va pouvoir admirer dans son cristal. J'ai pas trop compris la dernière phrase du passage 2. Je suis pas sûr de comprendre. Elle dit « Peu d'hommes pouvaient vous faire reluire comme Hermo. » Ah, ça non. Assise, le serpent sur les genoux, Rhea se mit à rire. Et tu crois qu'il fait quoi, le serpent, là? Ben, je sais pas. Ouais, c'est le côté reluire. J'ai vu Emily faire un truc bizarre avec sa tête en disant ça a pas l'air d'être bien. Parce que j'avais pas relevé ça, tu vois. Tu sais ce que ça dit en VO? En VO... Parce que vous faire reluire, ça veut rien dire, tu vois. En fait, j'ai peur de comprendre ce que ça veut dire. Moi, je pense que c'est plutôt explicite. Hein. Vas-y, exprime-toi. Ah ben, je pense que... T'as vu... T'aimes bien les hentai? Ah oui, non, mais sinon, c'est très clair. C'est très clair. Ma petite moisson personnelle, dit-elle à Hermo, qui remontait en rampant le long de sa jambe pour aller se lever là où elle aimait le mieux. Bah, c'est très clair, ouais. Peu d'hommes pouvaient vous faire reluire comme Hermo, à Sanon, assise le serpent sur les genoux, et à se mit à rire. Bon, il est plus vraiment sur les genoux, hein, mais... Non, bah... en fait... Ouais, il est très grand, il est plus grand que ce qu'on dirait. There were many men who could do you like Hermo could do you. Ah oui, bah oui. To do somebody, c'est niquer quelqu'un. Donc, littéralement. Et le dialogue complet, c'est quoi? Avec ma petite moisson personnelle, là? A little averse on my own, she said to Hermot, who now came slithering up her leg toward the place where she liked him best. Ouais, c'est ça, c'est littéralement... C'est exactement ça. Ouais. Traduction littérale, ouais. Ok. Ok. J'avais pas compris c'est bien ce que j'avais compris, je trouve ça... Ah bah, elle est sale. Elle a le droit à l'amour aussi. Ouais, c'est un animal, donc non. En vrai, je me pose vraiment la question de savoir si c'est un animal. Si c'est pas un homme qu'elle aurait transformé en serpent éventuellement, quoi, tu vois. Oui, peut-être. Peut-être. Sauf vu quand un truc se passe à la fin, comment elle réagit, quoi, tu vois. Oui, parce qu'on... Bah, ouais. Non, rien. Côté Barca, l'ambiance est tendue. Cuthbert et Alain n'en peuvent plus de Roland, qui disparaît toute la journée, ne fait pas avancer leurs problèmes, elle le regarde dans le vide et ne daigne même plus se disputer quand Cuthbert le provoque ou insiste pour demander de l'aide de Gilead. J'allais un poil plus loin quand il disait « Ah, il dit-il à Roland, qui portait la selle jusqu'au porche, les déposa sur les marches. Ton après-midi a été bien rempli ?» Toujours le mot pour rire, c'est Cuthbert. Et en VO, c'est juste Busy Afternoon, il n'y a pas de sous-entendu crado. Ah, voilà. En plus de sa jalousie, Cuthbert est impatient. Il n'y a qu'à voir comment les regardent Jonas et Rimmer pour comprendre que leur jeu de faire semblant de compter des trucs pour passer pour des crétins ne passe pas avec tout le monde. Et la position de Cuthbert est terrible. Il est l'éternel second. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toujours puceau, pas encore pistolero, machin. Et en fait, dans son rapport qu'il a avec Roland sur ces sujets-là, il me fait penser un peu à Eddie avec son frère. Ce truc de dire... il sera toujours le préféré, en fait. Il sera toujours avant moi, il est né avant moi, je dois tout faire pour lui, je dois tout faire selon lui, je dois m'occuper de lui. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. Ouais, complètement. Il y a un passage que je trouve intéressant sur... en un bref instant, Cuthbert eut devant les yeux une image d'une entité choquante. Il les vit tous les deux quelque part dans une cabane, leur corps nus, tachetés par le soleil en fin d'après-midi qui filtrait par les trous de la toiture. Elle était califourchon sur lui. Cuthbert vu ses genoux posés sur le vieux plancher spongieux en tension le long de ses cuisses. Et en fait, je me dis, je suis pas persuadé que ce soit pas le kef de Roland à ce moment-là qui se remémore son après-midi avec Suzanne, qui soit projeté en fait vers le cathète et qui du coup il partage son moment-là malgré lui en fait sur son cathète. Et il les nargue. Ah bah bravo. Bah non volontairement je pense, mais je pense qu'il y a un truc comme ça. En fait l'image elle est tellement nette pour Cuthbert, je me dis c'est forcément précis, un truc. Je trouve fort l'image, l'amitié qu'il a pour pas briser les choses, Cuthbert, et prendre sur lui tout au long du passage, quoi. Alain l'aide beaucoup, hein. Je pense que si Alain avait pas été là à certains moments, il aurait vraiment pété un plomb. Ouais, bien sûr. Mais il fait preuve d'ingéniosité pour relancer les trucs, tu vois, là, ce qu'on voit dans le chapitre, quoi. Il tente. Ouais. Et justement, il a une idée. En gros, c'est aller voir le shérif Avery et demander une liste de ranch à visiter pour les forcer à bouger ce qu'ils veulent leur cacher.
qu'il expose l'idée à Roland, sans manquer de lui envoyer quelques piques au passage. Roland ne relève pas les tirs qu'il se prend, et avec son petit sourire qui lui donne un air un peu fou, il trouve même que c'est une excellente idée. Qui aurait douté? Et là, c'est drôle, parce qu'il est en mode, vous avez qu'à y aller demain. Genre, sous-entendu, elle est cool ton idée, mais c'est pas mon problème. Moi, j'ai un truc à faire demain. Allez, je suis occupé. Je suis occupé de 9h à midi, puis de midi... Mais Alain aussi s'y met. Qu'il le veuille ou non, c'est lui le chef, le pistolero, donc c'est à lui d'aller lui parler. Roland y consent, il donne rendez-vous à Cuthbert le lendemain matin, frais comme des gardons et sapé comme jamais. Dans la bruine et la grisaille du lendemain matin, Roland aperçoit Suzanne et ne sait pas encore que c'est ce moment précis que sa mémoire retiendra d'elle, alors qu'elle est à sa fenêtre. Les amoureux se saluent sous l'œil mauvais de la belle-mère, qui ne se résigne toujours pas à faire confiance à son instinct. Il se sourit, c'est normal, ça veut rien dire, sinon ce serait un secret trop gros pour 2 enfants. Donc on est encore une fois de plus sur des enfants qui sont sous-estimés. Pas trop, tu sens que ça passe pas loin. Vraiment, elle est à ça. Ouais, mais ça fait un moment que ça passe pas loin, parce que ses cheveux, elle se doutait, son attitude, quand elle a pété un plomb, elle s'est doutée, et elle met du temps quand même, hein. Non, je trouve que là, c'est la fois de trop, en fait. Il y a un truc de fois de trop sur ce qui lui fait douter parce que c'est vraiment. Ce qu'il a fait aller voir Jonas, mais ouais. Le terme, elle coupa quasiment une apprave, voilà. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Cherchez pas trouver. C'est des fruits et légumes du coin. Hein. C'est un peu comme les Popkins. Hein. Ça doit être. Pas dans le. C'est pas dans le concordance. J'ai pas trouvé. Ah bon. Et en anglais, c'est Apprave, tu dis. Apprave, et en anglais, c'est sharproot. Sharp. Root, c'est tout ce qui est betterave et tout, non? Sharp root, ouais. One eternity later. C'est quoi horseradish? Attends. Horseradish, c'est du... Merde, c'est le truc qui sert à faire le faux wasabi, là. C'est du réfort. Du réfort. Sur Reddit, il y en a, ils ont toujours pensé que c'était du réfort. Mais oui, c'est un genre de plante, quoi. Mais parce qu'après, vu qu'il y a root dedans, c'est que c'est forcément un genre de plante comestible. Ou un jeu de plateau, ok. Oui, bon d'accord, c'est mieux que moi. Non, mais ils rendent du fiche, donc forcément qu'ils parlent de jeux de plateau. Genre, j'ai besoin de ça pour parler de jeux de plateau. Voyons. Jonas a pris le rôle d'adjoint parce qu'un gars s'est cassé la jambe. C'est donc lui qui accueille les garçons dans le bureau du shérif, qui a l'avantage d'être chauffé. Quel malheureux accident. Ouais. Cuthbert ne peut s'empêcher de taquiner les autres, mais se fait vite reprendre par Roland. Et là, il y a un jeu quand même hyper intéressant de... Les chefs tiennent leurs équipes à carreau tout en sachant qu'ils en pensent pas moins. Vraiment un truc très très hypocrite de non mais c'est bon, tout va bien, et détends-toi, tout va bien, alors qu'en fait, je pense qu'au premier pétard qui pète, ils se sautent tout seul à la gorge, quoi. Ouais, c'est marrant. Donc, sacrée odeur d'hypocrisie ce matin au bureau du shérif. En parlant d'odeur, ils sont rapidement rejoints par le shérif lui-même, qui sort des toilettes avec, selon moi, beaucoup trop de détails sur ce qui s'est passé dans les toilettes et ce qu'il a évacué. D'eau. La chaise d'eau, je trouve ça trop mignon. Oui, la chaise d'eau, oui, c'est vrai. Et alors que Roland entame sa demande, ils veulent aller sur la plombe et ne veulent gêner personne, Jonas perd au Castells mais ne part pas. Et là, en fait, il se passe un truc que moi j'ai lu 3 fois et que je n'ai pas compris. Au début, ils disent genre qu'il lacère le flanc de son adversaire. Et en fait, il y a... quand ils disent ça, ils disent Jonas Castella avec un C majuscule comme si c'était son nom de famille, alors que j'imagine que Castellé, c'est une action Castella, du jeu, ouais. C'est de dire oui, mais du coup vu qu'il y a un C majuscule, j'ai pas compris. Donc a priori, on comprend plus tard qu'il a anéanti un côté du plateau de jeu. En fait, vu que j'arrive pas à me représenter ce que c'est le jeu, c'est peut-être un truc d'échec. Il y a ce passage-là. Au début, je me suis dit mais je rêve où il vient me planter un couteau dans son adversaire. Non, je pense que c'est juste il a foutu le jeu en l'air dans l'idée, mais ouais, ça, le Jonas Castella, le flanc de son adversaire, je fais quoi? J'ai pas compris. Il l'a écrasé, quoi. Oui, c'est un jeu d'échecs. C'est anecdotique, mais du coup, j'ai passé 10 minutes sur ce passage en mode mais il fait quoi? Qu'est-ce qu'il en fait? C'est la fin du passage 5, non? C'est pas ça? Ouais, exactement. Et pour moi, il gagne. Hein. Du coup, il perd pas au Castel. Bah, c'est ça, en fait. Bah oui. Il perd, mais il perd pas. Ouais, c'est un peu chelou comme passage. J'avoue que je sais pas trop apporter le truc parce que je me disais, ok, il joue aux échecs, quoi, il gagne, et puis bah ça, quoi. Ben non, justement, vu qu'il voit qu'il va perdre, il balance le plateau. Enfin, il donne un coup au plateau, quoi. Ça n'a pas d'importance. Non, attends.
Non, il donne pas un coup au plateau, non. Non, il donne pas un coup au plateau. Il lacéra le flanc gauche de Dave sur toute la longueur, le sourire c'est il lacéra le flanc gauche de Dave sur toute la longueur, c'est ça en fait, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il a mené une attaque avec dans son jeu, il a mené une attaque sur le flanc gauche. Ouais, mais moi flanc gauche, ouais, mais pour moi un flanc c'est pas sur un plateau de jeu, j'appelle pas un flanc, tu vois. Quand tu joues dans le flanc des armées, c'est flanquer quelque chose. Ah ouais, j'avais pas du tout. Si, pour moi le flanc c'est une partie du corps, tu vois, c'est Non, il a pas tué la pâtisserie, madame, arrêtez. Mais non, mais c'est pour ça que j'ai pas compris le passage en fait. Parce que... Oui, il est pas clair. En vrai, si tu traduis ça par les échecs, le flanc c'est plutôt le flanc du roi ou le flanc de la reine en fait, mais c'est plutôt ça. Mais voilà. Ok, d'accord. Moi, je m'étais juste dit l'expression du scorpion dit à la demoiselle l'agonie. Pour moi, c'était la grenouille, mais dans l'histoire. Mais voilà. Quoi? La fin, il dit comme le scorpion dit à la demoiselle à l'agonie, je savais bien que je t'ai venu mieux quand tu m'as ramassé. Pour moi, c'était l'histoire de la grenouille qui fait traverser le scorpion la rivière. C'était juste ça, quoi. Mais, ok, j'ai pas cette ref. En fait, c'est une histoire de... Il y a un scorpion qui veut traverser... Oui, c'est mise en garde. C'est le scorpion qui veut traverser une rivière. Il demande à une grenouille de l'aider. La grenouille dit, bah non, t'es un scorpion. Si je te laisse monter sur mon dos, tu vas me piquer. Et le scorpion dit, bah je suis pas con. Si je te pique pendant qu'on est à la rivière, je vais me noyer parce que tu vas mourir. Donc je vais pas te piquer alors que tu vas m'aider à traverser. Et la grenouille dit « Ok, c'est vrai ». Donc le scorpion monte sur la grenouille commence à traverser, et le scorpion pique la grenouille, et ils meurent tous les deux. Et la grenouille, en mourant, dit « Pourquoi tu m'as piqué? T'es con ?» Et le scorpion dit « Bah, tu savais que j'étais un scorpion, j'allais te piquer. » C'est vraiment le truc de « Tu le savais, pourquoi tu l'as fait ?» C'est trop marrant comme histoire. Ça veut dire qu'il faut pas faire confiance aux scorpions, c'est ça? Wow, on va se calmer, les gars, ça va, oh. Parce qu'il est scorpion, c'est pour ça c'est rigolo. Oui. De son côté, Suzanne se fait interroger par sa tante à propos du garçon qui l'a salué. Le ton monte très vite, et en quelques échanges, elle se menace déjà de gifles. Cordelia hurle à Suzanne de lui jurer qu'elle ne connaît pas plus que ça les garçons, mais Suzanne refuse, et alors qu'elle tourne les talons, Suzanne, telle une pistolero, perçoit le mouvement de sa tante dans son dos, prête à lui fondre dessus, et réussit à la stopper juste en levant le bras pour la dissuader. Et là, on a eu un petit peu des Roland de Roland dans la pharmacie à New York. Ouais, c'est ça, ouais. Qui, dans un bout de fenêtre, voit ce qui se passe derrière lui et tire avant même qu'un truc se soit passé, quoi. Je crois que c'était Cord qui faisait ça aussi, de voir dans le reflet dans l'œil de quelqu'un ce qu'il allait faire. Oui, exact. En fait, j'aime bien ne m'avez-vous jamais giflé ma tante? Oh, presque jamais, 5 ou 6 fois depuis que tu as commencé à trotter. Putain de merde, la toxicité avancée, quoi. Du coup, si elle estime que 5 ou 6 fois c'est presque jamais, ça veut dire beaucoup de la façon dont on éduque les enfants dans l'entre-deux-mondes. Hein. À mon avis, c'est de la torgnole à tour de bras. Ça leur fait du bien. Pardon. Non, jamais. Non. Même pas une fessée. Même pas une tape sur la main. Et la tante, qui ne manque pas de toupet, s'étonne du comportement de Suzanne. Et s'interroge sur ce qui a pu la pousser à lui manquer d'estime. Genre, pourquoi tu me respectes plus? Mais meuf, à ton avis, pourquoi elle te respecte plus? Et donc, du coup, Suzanne sort et pleure. J'avais beaucoup aimé la discussion sur la question et la suspicion de la tante, et le fait que Suzanne se remette en question en mode on a vraiment été si con, tu vois. Meuf, si tu te poses la question, t'as déjà la réponse. Ouais. Retour au shérif qui n'y a vu que du feu dans le jeu des gamins, naïf qu'il est. Jonas est le seul à ne pas réussir à se réjouir de cette liste. Il est inquiet. Pire, il a la frousse, mais n'est pas sûr de savoir pourquoi. Cuthbert, lui, de son côté, se réjouit de les avoir vus tomber dans le panneau si facilement. Roland est dans le même mood que d'habitude. On compte et on attend. Cuthbert, lui non plus, ne sait pas ce qu'il ressent, jalousie ou intuition, mais il est sûr d'une chose, par son inaction, Roland les mène à leur perte. Je sais pas si vous vous souvenez de votre première lecture, mais pour moi, c'était clair que Cuthbert avait complètement raison. Et il y avait aucun moment où il y avait un doute de non, mais c'est bon, en fait, Cuthbert s'inquiète pour rien, quoi. Ouais. Ah oui, non, je me suis jamais remis ça en question non plus. Hein. Ouais. Ouais. Même là, en vrai, même en sachant, je sens que le récit me tire vers Cuthbert et pas vers Roland, très clairement. Oui, clairement. Ouais. Et parce qu'en fait, on n'est plus dans la tête de Roland, et toutes les fois où on a eu le point de vue de Roland, on n'avait pas ses plans en tête non plus. Enfin, on était avant tout le moment où il a beaucoup vu Suzanne et où ils ont beaucoup fait l'amour. Donc, vu qu'on était avant ça, on était encore sur la partie où il voulait voir ce qu'il y avait à Citgo. Et en fait, depuis qu'il a vu ce qu'il y avait à Citgo, on sait plus ce qu'il a en tête. Donc, on n'a plus toutes ces réflexions autour du plan qu'il faut avoir. Ouais, donc, forcément, vu qu'on n'a qu'un seul point de vue, c'est biaisé et on est forcément du côté du point de vue qu'on a.
Donc, chapitre 3, une partie de Castells. Un titre qui est en référence au fait que dans les derniers points, on fait beaucoup de métaphores au fait que la vie, c'est pas une partie de Castells. Pardon, c'est pas le contraire que la vie est une partie de Castel ? En fait, là, il dit une partie de Castel parce qu'entre Jonas et Roland, enfin le groupe de Jonas et le groupe de Roland, c'est une partie de Castel. C'est le premier qui bougera avant l'autre. Parce que dans le chapitre d'avant, il dit au Castel, c'est le premier qui bouge qui meurt. C'est le premier qui fait son move, qui est truc. Et en fait, là, c'est un peu le truc le premier qui fait son move est mal barré pour la suite en général. Je crois que c'est dit mot pour mot plusieurs fois à la fin. La vie, c'est pas une partie de Castel. C'est pour ça que j'ai mis comme ça. Pour moi, le chapitre, c'est un peu ça. C'est plutôt dire, là, on est sur une telle tension entre les deux groupes que ça relate au fait que Jonas dit le premier qui bouge au Castel se dévoile. En fait, en général, il est mal barré pour la suite. Et oui, en parce fait, que le Jonas va faire le premier move. Oui, okay, ouais. Et là, comme il fait le premier move en élan et au Barca, machin et tout, en fait, il se met en difficulté de la suite, justement. Il fait gris dehors, il fait gris dans les cœurs. Suzanne et Roland ne se voient quasi plus. C'est devenu trop dangereux. Oh, les pauvres. Oh, ça va. Nous, on voit plus Eddie et on n'en fait pas tout un plat. Hein. C'est clair. Comment je me rends, moi, le soir, sans Eddie. C'est de pire en pire. Pardon, j'arrête, je suis désolé. À chaque fois, j'ai une step un poil plus loin, tu sais. Pardon. Et un jour, comme dans un conte, un beau jour, le vent souffle les nuages, éloigne le son de la tramée qui commença à rendre les habitants d'Ambry fous, et le soleil reparaît, réveillant tout le monde de sa léthargie. La ville se réveille, et c'est marrant parce que tous les petits passages de la ville se réveillent, j'ai eu l'impression d'être au début de La Belle et la Bête. Quand Belle, elle sort, en fait, Belle, le village se réveille avec les bonjour, elle est là, qui est en train de chanter, et tout le monde ouvre, tout le monde, t'as l'impression que tout le monde c'est le petit matin, il fait beau, on sort, il y a le poissonnier, il y a machin, il y a les enfants qui jouent. Ouais, il y a un petit peu ce côté-là, et moi, j'ai eu cette impression-là en lisant ce passage-là. Et même la camaraderie revient chez les jeunes garçons qui chevauchent et comptent avec joie. Donc on parle des jeunes garçons, je parle évidemment du cathète. Hein. Ouais. Avec le départ de l'humidité est partie aussi la douleur à la hanche de Jonas. À croire que c'est un truc de vieux pistolero, et peut-être que c'est lui qui aurait dû sauver King au final. Et Jonas n'a que deux envies, boire une bière et essayer de se faire la petite fleuriste de 17 ans. Du grand Jonas. Mais il va croiser Cordelia. Ouais. Et il va se faire aucune des deux. Spoiler alerte. Il va s'en faire une autre, une troisième. C'est vrai. J'aime beaucoup comment ça se fait après. Ouais. Mais il se fait interrompre en effet par une vieille maigrichonne, cette vieille peau de tante Cordelia qui souhaite parler à Jonas. Elle a un sujet dont elle n'arrive pas à défaire le nœud. Et nous, on se dit, oh là là, miséricorde. Mais surtout, la description qu'il fait d'elle, elle est... Vous l'avez, non? Oh. Je l'ai pas, pardon, j'ai pas écouté, j'ai pas compris. Bah oui, tu m'écoutes pas. Non, bah vas-y. De quoi tu pensais déjà? Non, je disais, elle a un sujet dont elle n'arrive pas à défaire le nœud. Et nous, on se dit, oh là là, miséricorde. Elle est bien. Je suis désolé, c'était vraiment trop bien. Voilà, le jour où on m'écoutera dans ce podcast, peut-être qu'on validera mes blagues. Oh, on t'écoute, c'est juste que je savais pas la blague là. Pour toutes les blagues qu'on me valide pas, ça va. Hein. Oui, moi j'en fais moins, donc du coup mon ratio il est moins. Je valide toutes tes blagues. Ah non, mon ratio il est mauvais parce que du coup j'en fais beaucoup pour que tu pas m'aider. Et je disais, la description que Jonas fait Cordelia, elle est horrible. Oui, bah oui, c'est pour ça que j'ai dit une vieille maigrichonne. Oui, c'est ça. Mais vas-y, si tu veux. Non, mais c'est vraiment... Moi, la phrase que j'avais relevée, c'est « Les cheveux plaqués sur le crâne à l'extrême limite du hurlement. » L'enfer. Le truc, tu sais même pas ce que ça veut dire, mais j'ai même pas envie de voir le truc. C'est le hurlement qui fait marrer, quoi. Bah justement, moi, j'imagine la peinture du hurlement, là. Oui. Ah oui, ouais. Oui, c'est clair. Le cri, c'est, mais ok. Le cri, pardon, le cri. De Van Gogh. Quoi okay. De Van Gogh. Non. C'est pas Van Gogh? Ah non, c'est... c'est Munch. Non. C'est Munch, oui. Oui. C'est ça. Pour amadouer la vieille tante acariâtre, Jonas s'y prend un coup de thé et de petits biscuits. Échange de banalités entre les deux, durant lequel on comprend que Jonas aimerait bien brûler vif les trois jeunes garçons. Avant de se confier, elle lui fait promettre de n'en parler ni au chancelier, ni au maire, ni au shérif. Puis elle se confie. Elle a peur que le jeune Dearborn soulève Suzanne dans la paille. Cordelia, entre deux sanglots, remet une couche de « S'il se passe des trucs entre eux, c'est sa faute à elle, puisqu'elle avait qu'à le stopper. » Et du coup, on revient sur ce que disait depuis 3 épisodes. Et en fait, c'est marrant, c'est intéressant que King, il insiste autant, parce que s'il montre un truc qui est aussi gros, c'est un peu sa façon de le dénoncer. Ou en tout cas, de dire mais elle y peut rien, et que ce soit la faute du cas ou juste un truc un peu éveillé pour l'époque, de dire mais en fait ils sont deux à prendre la décision et c'est comme ça.
Mais c'est marrant que elle aussi, elle se mette à formuler ce truc-là. Ouais, c'est vraiment du... Ouais, je sais pas, c'est crado, quoi, clairement. Et donc Jonas, qui réussit à cacher son ahurissement, demande plus de détails. Il est bon, hein. Ouais, je trouve qu'il est bon dans l'échange, hein, Jonas. Hein. Ouais. C'est vraiment du... C'est un politique. Ouais. De son côté, Rhea se régale. La boule ne lui montre que le pire des habitants d'Ambry, et il y a vraiment du très moche. Et si on se doutait encore de ce qui se trame de mauvais entre Jonas et Cordelia, cette fois-ci, il n'y a plus de doute, puisque Rhea les voit dans son cristal, c'est que ça pue. Alors du coup, là, elle redit bien que c'est la boule de cristal qui lui montre ce qu'elle a envie de voir. Enfin, pas qu'elle a envie de voir, mais ce que la boule de cristal a envie de lui montrer. Ouais. Et en fait, je sais pas si c'est... comment c'est choisi, en fait, tu vois. Si c'est pas un démon à l'intérieur, bah, quand bien même ça le serait, est-ce que c'est le cas qui va du coup choisir ce que Rhea doit voir pour le bien de l'histoire, ou pour le bien d'avancer? Ou est-ce que c'est vraiment, il te montre les trucs les plus crades que t'as envie de voir, quoi qu'il arrive, en fait, tu vois? Je pense que ça lui montre ce qu'elle aime bien voir, parce qu'il y a ce truc, vu que c'est une drogue, que c'est une addiction, il y a un aspect de plaisir quelque part, et que vu que Rhea, elle est tordue, et qu'elle est perverse, et qu'elle est manigancière, elle va lui montrer que des choses qu'elle va vouloir revoir et dans lesquelles elle va vouloir se plonger, et clairement, ce qui l'intéresse, c'est pas des gens qui s'aiment et des gens qui se promènent main dans la main, c'est les corps, les complots, ce genre de choses. Quand bien même elle comprend même pas ce qui se trame, hein, parce qu'elle les entend pas. Pardon? Ouais, je peux pas voir son algo sur Twitter, il est dégueulasse. Hein. Mais du coup, moi, je me posais la question de est-ce que... Ouais, elle le dit pas... Ouais, est-ce que je me sais de me valider le truc? Est-ce qu'elle elle dit... Non, mais elle dit pas c'est la boule de cristal me montre ce que j'ai envie de voir tout le temps. Elle dit non, juste... mais en fait, elle dit rien, ouais. donc c'est juste une interprétation. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais je sais que c'est mon interprétation et que c'est pas la définition du fonctionnement. Mais ça marche, du coup, avec la question que je me posais, c'est du coup, comment Roland a pu voir ce qu'il avait envie de voir sur le truc, c'est que la boule lui a montré ce qu'il avait... Parce que pour moi, il y avait un truc de... C'est toujours une question de perception, et du coup, c'est comment Roland, à la fin, peut vraiment être sûr d'avoir vu ce qu'il a vu, compris ce qu'il devait comprendre, si c'est passe par une boule de cristal qui lui montre ce qu'elle a plus ou moins envie de lui montrer, tu vois. Et en fait, du coup, il y a peut-être un truc tronqué de l'histoire pour Roland de son point de vue à ce moment-là, parce qu'en fait, la boule de cristal, elle lui a montré « Hé, regarde, oh là là, c'est ça qu'il fallait que tu vois, parce que du coup, l'histoire, elle va prendre cette tournure-là quand tu l'auras vue. » Et je pense que c'est un peu ça. Et du coup, je me disais que même si Rhea arrivait pas à avoir un contrôle complet sur la boule de cristal, je trouvais ça dur que Roland ait la même chose à la fin, quoi. Et du coup, j'en veux que... on parlait de qui raconte l'histoire à travers Roland là. Est-ce que c'est Roland qui raconte tout ça? On se disait comment il peut savoir les choses où il n'est pas. Bon, on lui disait bah oui, mais c'est normal, la boule de cristal elle lui a montré à la fin parce qu'il passe du temps dessus et tout machin. Et en fait j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire. Beaucoup, c'est pas tant que ça. En vrai pour moi le truc c'est que le narrateur en vrai il n'est que Stephen King depuis le début. Et en fait, c'est pas Roland qui raconte l'histoire. Mais moi, c'était ma première remarque de se dire, en fait, on s'était dit comment il peut savoir tout ce qu'il sait. Du coup, on s'était dit que c'était King. On a un commentaire qui nous a dit, mais non, mais Roland, il voit tout dans la boule de cristal. Donc, du coup, c'est vraiment lui qui raconte tout ça. Et parce qu'en fait, il y a ce truc de, c'est lui, mais peut-être qu'il y a des parties qui sont tronquées. Mais en effet, derrière, c'est de toute façon King qui est à la manœuvre. Oui, mais dans tous les cas, c'est King qui écrit. Oui, bien sûr. Il y a on le verra un peu plus tard, il y a une petite parenthèse qui dit texto, même moi je ne le sais pas. Et venant de Roland, c'est étonnant qu'il le sache pas, je trouve. Et du coup, je pense que c'est une parenthèse qui pour moi indique que c'est King qui ne sait pas exactement ce qu'il écrit à ce moment-là, parce qu'il connaît pas le truc. Mais on y reviendra. Je l'ai noté. Et donc la vision de Cordelia lui rappelle l'existence de Suzanne et son besoin de se venger. Elle complote avec elle-même tout en léchant le poil de Moisy. Ah, j'adore. Ah, elle le fait souvent, c'est dégueulasse. Mais elle lèche même le sol, je crois, à un moment, c'est ouf. Ouais. C'est trop bien. Je me dis, dans l'adaptation, si elle est bien faite, elle va juste... moi, elle va m'empêcher de dormir. Vraiment. C'est un peu inquiétante, un peu vicieuse et tout. Faut pas que ce soit la sorcière d'Hansel et Gretel, il faut qu'elle soit un peu plus subtile que ça, tu vois. C'est pas que ce soit Baba Yaga? Ouais, oui, ça dépend dans les représentations, c'est pas mais... Hansel et Gretel, Baba Yaga, Baba Yaga. Mais c'est pas Hansel et Gretel, Baba Yaga, je crois. Si? Non, non, je crois pas. Non, pour moi, c'est pas les mêmes...
Non, je croyais que tu faisais référence. Même Du si coup, tu la parlais de Baba Baba Yaga- Yaga, mais. De mémoire, la Baba Yaga, elle mange aussi des enfants, mais elle se promène dans une maison sur une patte de poulet. Oui. C'est pas Je le pain regarde. d'épices. Mais allez-y, continuez. Il y a un roman d'horreur comme ça que j'ai pas lu encore, mais qui s'appelle, je crois, La maison aux pattes de poulet, qui est l'histoire d'enfant qui hérite d'une maison qui un jour se met à se déplacer sur des pattes de poulet. Je l'ai vu à la librairie, je l'ai pas lu encore. Jonas continue son charme auprès de Cordelia. Il a hâte de s'en débarrasser, mais a besoin de la garder de son côté. Il l'amadoue donc avec des bisous au coin de la bouche. Moins charmant, il fait décamper des enfants qui jouent à être les grands chasseurs du cercueil en les braquant avec son arme, rien que ça. Il semble quand même avoir des remords, et met ça sur le compte de l'inquiétude et l'énervement, ce qui sert à nous montrer à quel point il est ébranlé par ce qu'il découvre. Jonas est aussi touché dans son ego. Si les soupçons se révèlent être vrais, il s'est fait avoir 2 fois, et sacrément bien avoir, pour que les gamins aient réussi à ne pas se faire prendre. Mais surtout, Jonas est lassé. Une part de lui aimerait bien fuir, mais son désir de vengeance est plus grand. Et son désir de la récompense qui l'attend pour ses magouilles aussi. Jonas décide donc d'agir et part pour Citgo. Ouais, je regardais en Secreta, mais du coup, il précise que c'est juste une sorcière anthropophage. J'ai pas trouvé le nom qui allait avec. Ouais, Baba Yaga, c'est une autre mythologie. Brandissant une queue de chien. Ah oui, putain, l'enfer. Tu l'as dit, pardon, peut-être les Oui, enfants vas-y, qui les repasses, coupaient ouais. la queue du chien. Non, j'ai pas fait ce niveau de détail-là. D'accord. Et En fait, c'est pas je la me disais- première fois qu'on sait que les enfants se promènent avec des queues de chien. Ouais, en fait, je me disais si on a encore besoin de montrer que le monde dans lequel vit a du mal, entre guillemets, dans le sens mauvais autour de lui. On est sur ce niveau de les enfants s'amusent à couper les queues de chien, quoi. Et c'est marrant pour eux, quoi. Ça, et j'étais agréablement surpris qu'on donne de plus de voix à Jonas. Encore une fois, vraiment, c'est cool de voir sa réflexion, voir comment il réagissait au monde autour de lui, sa perception. Je trouve ça vraiment tout cool. C'est un bon personnage, hein, on a presque de l'empathie pour lui. De se dire, en fait, il a du potentiel, mais c'est un raté, donc il fait presque un peu pitié. Complètement. Il dit 10 minutes plus tard, Jonas chevauchait sur la grande route en direction de l'ouest. Et je me disais, même là, il est envoyé à l'ouest, c'est parfait. C'est vrai. Et sur la fin, je revenais sur, enfin, plus de contexte sur Jonas et sa bande. Et ce qu'ils font ici pour l'homme de bien, parce qu'il y a vraiment ce truc de ok, on va commencer à déplacer les citernes, machin et tout. L'argent versé en avance qui est non partagé, les petits secrets supplémentaires qui donnent un peu plus de corps à tout ça en fait. Et je trouve ça cool que ça prenne sens, tu vois, qu'il y ait une vraie une vraie organisation qui soit crédible autour de ça, ce qui est pas nécessaire dans l'histoire en fait, parce que ça reste juste des méchants, mais c'est cool, j'aime bien. Et donc à Citgo, Jonas inspecte tout. Citerne, derrick, portail, mais impossible de savoir si les garçons ont fouiné ici ou pas. Il part, puis fait demi-tour. Sa volonté de checker est plus forte que la douleur à sa jambe. Il jette un œil à la piste cavalière et il découvre la vigie. Et dans le crâne d'oiseau se trouve une chaîne en or, celle qui tenait la vigie autour du cou de Arthur S, quand il ne l'attachait pas à sa selle. L'erreur de débutant est presque, même si c'est des enfants, c'est presque surprenant de la part de ces jeunes pistoleros d'avoir perdu sa vigie comme ça et de se rendre compte que tardivement en fait en plus. Mais et surtout, à aucun moment il le dit en fait, tu vois. Enfin, il le dit qu'il l'a perdu, mais c'est bizarre. Il l'a perdu, mais ouais, qu'il l'a plus. Mais là, pour le coup, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le cas qui a agi, tu vois. Ouais. Qui fait que il l'a perdu là, c'était important de le faire là, et je pense que c'est vraiment un truc important pour ça. Donc le cas agi pour que ce soit le cas. Là. Ouais. Et du coup, là, en effet, on a ce qui est certainement l'image du début de la partie, mais j'ai une potentielle deuxième explication qui va arriver juste après, avec Coraline, qui, elle, se tape une énorme gueule de bois, parce qu'elle aussi, elle s'est mise à picoler sévère, et elle pense que tout le monde n'y voit que du feu. Ouais. On nomme du coup Latigo, qui est un personnage qui est un lieutenant de Farson, décrit comme ça, juste en concordance, donc je reviens un peu plus dessus. On parle de Kimba Rimmer, donc un peu plus encore une fois. Mais là, dans Concordance, tome 1, pour le remettre, bien qu'on ait parlé de lui, c'est bien le chancelier donc, de Artorin. Il est aussi le ministre de l'inventaire de la baronnie, grand mince avec un teint cireux. Rimmer rappelle à Roland le docteur mort. Il a une voix de politicien ou de croque-mort. Il a pillé les caisses, d'après Olive Thorin, les caisses d'Ambry, et a gardé pour lui-même ce qu'il n'a pas détourné pour le compte de Farson. Mais peu importe combien il a mis dans les poches, le grand talent de Rimmer est de se faire des ennemis. Un jour, pour se moquer de la cape doublée de soie et virevoltante de Clay Reynolds, Rimmer a surnommé ce dernier Sai Manto, M-A-N-T-O.
une insulte qui sous-entendait l'homosexualité de Reynolds. Reynolds ne devait jamais oublier l'injure et se chargea très volontiers de donner un coup de main à Rimmer lorsqu'il s'agit de rejoindre la clairière au bout du sentier. J'imagine que ça arrivera sur la fin du truc. Voilà. Concordance, tome 1, page 119, pardon, pour la précision. Oui. Et en effet, c'est au moment où on comprend qu'elle boit pour oublier sa mauvaise conscience et le fait aussi que son frère est un abruti de traître et que de toute façon, tout le monde ici, ou presque, ou en tout cas les grands propriétaires ne sont que des traîtres à la solde de Farsan. Et en fait, c'est sur ce passage-là où, à un moment donné, elle commence à se dire « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». On a une note de bas de page qui nous précise qu'en anglais, ça se dit « A bird in the hand is worth two in the bush ». Et donc, en français, ça veut dire « Vaut mieux un oiseau dans la main que deux dans le buisson ». Et pour moi, ça donne presque un double sens à l'image de début parce qu'il de les trouve dans le buisson. Ouais, même s'il n'y en a qu'un seul. Ouais. Mais en tout cas, il y a un oiseau dans la main, on est sur une tête d'oiseau. Je sais pas si c'est volontaire de la part de King ou pas, mais ça aurait pu. C'est assez mignon. Moi, je trouvais tout le passage de Coraline qui se souvint de l'enfant qu'elle avait été avec son grand frère ultra triste, quoi. J'avais vraiment mal au cœur pour elle de putain, juste parce qu'elle a été coincée dans cette ville de merde avec des hommes qui sont vraiment des connards de premier ordre, elle devient vraiment ça, quoi. Tu vois. Et je me dis, je n'ose imaginer dans le monde dans lequel on vit le nombre de personnes qui subissent le même sort et qui, sur leur fin de vie, se disent putain, qu'est-ce que j'ai foiré, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a foiré dans ma vie à un moment, tu vois. C'est l'enfer. Et c'est à ce moment-là où on apprend que Sylvia Pittston est passée par Ambry l'année précédente. Ouais. Sylvia Pittston qui veut qui veut nous rappeler qui c'est. Bah, c'est la prédicatrice de Tulle qui retourne la population et qui l'incite à attaquer Roland. Oui, et qui se fait mettre en cloque par l'homme au noir. Ouais, qui porte l'enfant du roi cramoisi et qui se fait salement avorter à l'insu de son plein gré par Roland avec le canon de son pistolet. Ouais. Rappelons-le. C'est très sympa. Un petit détail sur lequel je suis tombé, là je viens d'y penser, quand je faisais des recherches, c'est que en anglais, elle s'appelle pas Coraline, elle s'appelle Coral tout court. Ah ouais. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté Coraline. Pourquoi ils ont francisé le prénom, en tout cas. Coral en français, c'est aussi un autre terme, c'est un choral, c'est pour un truc de chevaux. Là, ouais. Il y a 2 R. Je pense qu'il y a peut-être un peu, je sais pas, ça aurait peut-être été un peu bizarre, mais ça marche. Devant le repos des voyageurs, le bon Chimie, même elle l'admet, s'occupe des fleurs, et dans l'endroit quasi désert, c'est Petty le trottin qui tient le bar. La prostituée voudrait passer barmaid, mais Stanley, le barman actuel, est plus jeune, c'est un meilleur plan à long terme. Elle l'envoie balader quand elle lui sert un verre de whisky sans rien demander, vexée que son alcoolisme paraisse aussi évident. Elle la chasse, ainsi que Sheb, et alors qu'elle va se servir du whisky, Moisy bondit sur le bar et effraie tout le monde. Dans la panique, la sœur du maire a pour seul réflexe de s'enfiler une rasade d'alcool. Et Moisy porte un message. « Je suis à sec, envoyez le gamin. » Jonas, qui est entré en scène entre-temps, regarde le message et se rappelle à son bon souvenir la sorcière, qu'il avait presque oublié. Petite préparation paiement, ça on verra. Mais comme par hasard, le calame est là à ce moment-là, pour qu'il entende parler de Réa et se souvienne d'elle. Ouais, et de ce qu'il lui a donné. J'aime bien, on a son nom de famille, Réa, qui apparaît. Ouais. Oui, exact. Du Bativo. Ouais. Non. Ça fait très sorcière de Louisiane, quoi. Ouais, ça marche bien, je trouve. Il est trop tard pour envoyer Chimie aujourd'hui. Le garçon ne mérite pas de se rendre sur la colline de nuit. Aussi, elle fait envoyer Moisy avec un message qui dit « Demain ». J'aime bien juste avant, elle dit « Elle se demandait même si Eldred Jonas serait partant pour une soirée de débauche avec la sœur du maire. Que ne ferait-on point pour accélérer les heures ?» Et je me disais « Putain, Jonas, il a du succès, quoi !» Tous les hommes charismatiques. En fait, c'est là où ce que je disais, il y a beaucoup de théories sur l'attraction sexuelle qu'ont les hommes politiques et où c'est pas tant leur beauté, c'est leur charisme et le fait qu'ils savent dire, ils savent parler et rien que ça suffit à attirer. Jonas, c'est un politique de ouf, quoi. Et donc, en effet, Coraline, elle l'invite pour une partie. Alors, j'ai noté de jambes raides, parce qu'on comprend que c'est pas trop les jambes en l'air à leur âge, et vu comment ils sont fichus. Et surtout que Jonas, il a une jambe raide. Bah ouais. Donc une partie de jambes raides sur le lit, et avant de monter, Jonas glisse un mot à Reynolds, qui traîne dans le bar. Il faut 12 hommes, menés par Brian Hooker, au pétroléum, prêts à prendre en embuscade les gosses s'ils y retournent, et quoi qu'il arrive, bientôt, ils déplaceront les citernes. Jonas monte avec Coraline.
Et une fois leur affaire faite, Jonas repart. Il veut trouver de la peinture et un chien qui a toujours sa queue. Il a un mauvais plan en tête. J'aime bien ce passage 8 où il se barre. Je crois que je commençais par me dénicher une peinture, machin et tout. Et à la fin, il enfile ses bottes, gagne à la porte, bouclant sa ceinture, la main sur le poignet et marquait un temps. Elle le regardant dans ses yeux, tirant sur le gris, que le sommeil fermait déjà à moitié. Je n'ai jamais connu mieux, fit Jonas. Coraline sourit. Tu l'as dit, mon goujat. Moi non plus. Et en fait, je trouve ça touchant. J'ai un truc de... Ouais, je trouve ça touchant de savoir qu'ils sont heureux dans le sexe, que... je sais pas expliquer, je trouve qu'il y a une forme d'empathie triste autour de ça, tu vois, de... Je sais pas s'il le dit parce qu'il le pense, ou s'il le dit parce qu'il a envie de la flatter, ou s'il le dit parce qu'il faut le dire, ou il y a un truc. Je me suis demandé pourquoi il lui disait. Ouais. Mais je pense qu'il y a, il y a un truc vraiment touchant autour de ça. Je vois pas Jonas mentir sur un truc pareil en disant il s'en bat les couilles, il a rien à prouver en fait, tu vois. Et elle s'en fout aussi, tu vois. Donc c'est très clair elle de son côté. Parce qu'ils sont tous les deux à s'en foutre, il y a un truc de c'était trop bien en fait, qui est pas de lendemain où on s'en bat les couilles, juste on a envie de baiser, c'était trop bien comme ça. Et je trouve ça beau. Malgré les connasses qui sont. Côté Barca, Alain a fait des rêves prémonitoires, mais on ne nous dit pas le contenu de ses rêves. Roland est toujours calme face au passif agressif de Cuthbert, et consent même à un compromis. Si demain Cuthbert veut toujours envoyer un message par pigeon, alors il pourra. Et Roland a sûrement senti le vent tourner, et probablement pour le pire. Alors, Alain s'attendait à tout moment à ce que les colbiers de Colbert ne fassent exploser Roland comme machin et tout. Je pense que c'est pour ça que Roland maintenant a du mal avec Eddie sur la patience. Non seulement il vieillit, mais en plus il a trop subi en étant gamin. Mais on l'avait déjà dit. Et si tu veux toujours expédier ton message demain matin par la voie des ailes, on le fera. C'est ça que tu disais jusqu'avant? Oui. Je pense que Roland à ce moment-là, et vous serez d'accord avec moi, je pense, il sait. Il sait que... Ouais, voilà. Okay, so. Il a déjà compris ce qui se tramait, il a déjà senti... Que Jonas soit arrivé ou pas déjà à ce moment-là, il a déjà senti qu'il se passait un truc. Il le voit en fait, parce que tu sais, il s'arrête, il se dit « Ah, il y a quelqu'un ». Tu sais, il le voit qu'il y a quelqu'un et il se dit « Bon, bah finalement, si tu veux l'envoyer demain, on le fera ». Mais il sait qu'en fait, ce sera... Jonas est là pour tout foutre en l'air. Il regarde vers l'est et il sent quelque chose. Et le texte nous dit pas que il est sûr de ce qu'il a senti. Le texte passe le truc en mode en fait, c'était rien, tu vois. C'est genre une branche qui craque, un truc comme ça. Ouais, on comprend vite. Je sais pas si c'est un reflet qu'il voit. On comprend. Non, pas si vite que ça. On comprend quand il le dit à Alain. Pour moi, c'est pas. Pour moi, là, on n'avait pas compris que il avait compris qu'il se passait un truc. Non, à la fin, quand il dit attends avant de dire merci. Pour moi, c'est sûr qu'il le sait en fait. Il dit attends avant de me remercier. Tu comprends. Oui, c'est sûr qu'il le sait, mais pour moi, c'était pas sûr que nous on savait qu'il savait. Tu vois. Pour moi, c'était avant de dire merci. C'était pas forcément... Pour moi, dans ma tête, il pouvait très bien ne rien se passer aujourd'hui. Il envoie le message demain. Et le fait qu'il envoie le message, ça fera que ça se passera mal. Tu vois. Après. Okay. Je voyais ça plus loin, en fait. Oui, mais c'est après que tu comprends que Roland savait, quoi. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis à ce moment-là, on sait qu'il a perçu quelque chose, mais on ne passe pas assez de temps dessus pour se dire il y avait vraiment un truc à voir et il l'a vu. Ouais, c'est subtil. C'est subtil ouf. Et Chimie, de son côté, il a zéro envie d'aller voir la vieille sorcière et on le comprend. Coraline, qui est de bonne humeur après sa nuit avec Jonas, réussit à le convaincre en détournant son attention avec les fêtes qui se préparent, comme avec un enfant. C'est trop mignon ce passage. Aussi, Chimie, regarde, tu auras un pourboire. Et les gens, ils aiment bien les pourboires parce que la fête, elle arrive et tu pourras t'amuser. Ah oui, c'est vrai, je pourrais faire ça. Allez, je vais y aller. J'imagine trop avec son sombrero rose. Mais oui. On profite de sa naïveté, c'est très... C'est un bon garçon, va. J'aime bien. Bah, c'est ça. Jonas est planqué vers le Barca et on se demande si Roland ne l'a pas senti quand il regardait vers l'est et qu'il a dit « Ok à Cuthbert, demain si tu veux, ne me remercie pas maintenant, sous-entendu, ça va barder dans la journée. » Ça, je l'avais noté là. Eldred attend 1 heure après leur départ, récupère leurs vêtements propres et pisse dessus, gâche un précieux livre qui traînait en arrachant la page de dédicace de la mère à qui il appartient et en écrivant pute à la place de mère, il déchire les photos de famille, éparpille les affaires, se mouche dans le lin et tue tous les pigeons voyageurs. Ouais. Et ça, je pense que c'est... Alain, c'est terrible pour lui que sa mère soit traitée de pute et que tous ils aient plus de photos, mais tuer les pigeons voyageurs, c'est vraiment problématique. Oui. Il parle d'un Hélio, et j'ai pas compris ce que c'était. C'est le nom de mon cousin. Mais sinon... Ok. Hélio avec un H ? Non, Elio. D'accord. Il avait imaginé qu'il devait utiliser un Hélio pour envoyer leur message, mais pas des pigeons. Morbleu. Ah.
J'ai regardé Helio sur Internet, il n'y a rien qui existe qui envoie des messages, il n'y a rien en concordance. Pour moi, c'est un rapport avec le soleil, donc c'est un truc à base des miroirs ou l'équivalent d'un sémaphore, quelque chose comme ça. Bon, ok. Je sais pas, J'accepte. Conjecture. Et je disais quoi que Roland, du coup, savait que les pigeons allaient crever, et que du coup, c'est un vrai connard. Ah, je crois que j'ai raison. Sur Helio. Que Roland est un connard ? Oui, bah ça, on le sait déjà. Pourquoi tu crois que t'as raison sur Helio ? J'ai cherché le terme et il y a The Dark Tower Wiki qui dit que c'est un appareil qui sert à transmettre des messages en réfléchissant la lumière avec des miroirs. Okay. Ah bah voilà. Bien vu. Oui, parce que Hélios, c'est un dieu du soleil. Oui, c'est le dieu du soleil. Ouais. C'est ça, ouais. De son côté, Alain a ce qu'on nous dit en français le Shining, mais on va dire le touch, qui tire la sonnette d'alarme. Un truc cloche au Barca, il faut rentrer, ce qui agace passablement Roland malgré l'émotion évidente de son ami. Il ne lui donne même pas la permission de rentrer. Roland se borne à compter, mais Alain comprend. Oui, Roland savait ce qui se tramait. Il faut lui faire confiance. Il a perdu son cœur, mais pas son esprit. Shining, d'accord. Non, le touch. Est-ce que tu me fais confiance ? Vraiment, c'est un des passages qui m'a rendu le plus dingue, quoi. Voir Roland se comporter comme un vrai petit chef de merde, quoi. Tu vois, tu me fais confiance ? Bon, on va avancer comme ça, alors. Connard. Ah, je l'ai pas senti comme ça, moi, pour le coup. Pas comme un petit chef de merde, vraiment en mode. Bah, si c'est un petit chef, que je fais. Il aurait la pu leur parler avant. Mais ça, Roland, il sait pas faire. Il faut que les gens apprennent d'eux-mêmes par l'expérience. Ouais, mais il a 2 amis embarqués avec lui. Le minimum à faire, c'est leur partager ses plans ou rassurer un petit peu plus que ça, quoi. Okay. Mais il a pas vraiment des soft skills, Roland. C'est juste, c'est pas un bon manager. Au Barca, Jonas met la main non pas sur des gros revolvers de pistolero, mais sur des plus petites armes qu'il laisse dans leur cachette. Entre parenthèses, pour une raison inconnue de moi, on les appelle des dépeceurs. Je serais étonné que Roland ne sache pas ce que c'est, pourquoi on les appelle des dépeceurs, sachant que c'est un pistolero qu'il a été élevé dans cette religion-là. Je pense que c'est King qui ne sait pas pourquoi on appelle ces pistolets des dépeceurs. Ah. Non, du coup, tu parlais de Jonas, il sait pas pourquoi on appelle des. Non, c'est la narrative qui. C'est la personne qui narre l'histoire qui dit ça. Pardon, t'as dit, pour une raison qui lui échappait, Roland ne savait pas pourquoi on les appelait des dépeceurs. C'est Jonas qui ne savait pas. La phrase, c'est 2 des baluchons contenaient de simples revolvers à 5 coups, du modèle qu'on appelle, pour une raison inconnue de moi, entre parenthèses, des dépeceurs. Personne ne parle à ce moment-là. C'est Roland qui raconte l'histoire. Et en fait, ce n'est pas Roland qui dit je ne sais pas pourquoi on appelle ces pistolets des dépeceurs. Pour moi, c'est King qui précise je ne sais pas pourquoi on appelle ça des dépeceurs. Et Roland, ce serait étonnant en fait que Roland ne sache pas, tu vois. Même s'il ne le savait pas, pourquoi il le préciserait en fait, tu vois, il y a un truc chelou. Pour moi, c'est le narrateur qui précise qu'il ne sait pas pourquoi on les appelle ça des dépeceurs, et King, c'est pas un fanat d'armes. Donc en fait, je pense que King ne sait pas pourquoi on appelle ça des dépeceurs. C'est marrant parce que j'avais pas capté qu'il y avait de la première personne là-dedans. Inconnu de moi. Vraiment, c'est et je pense que pour moi c'est c'est un indice qui dit la personne qui raconte l'histoire, c'est King à travers le truc. Et vraiment ça m'a fait souvenir cette truc de ce qui se passe dans le tome 7 quand King intervient dans la propre histoire qu'il est en train d'écrire au moment où Susanna est en train de lire un message que King a lui-même écrit. Tu vois. Pour une raison inconnue de moi, ouais, c'est marrant. Hein. C'est une méta, mais pour moi ça marche comme ça. Ouais. Ça peut, ou alors mais ça se serait indiqué différemment, ça aurait pu être Roland qui est en train de raconter ça à son cathète et qui continue à ne pas savoir pourquoi. À aucun moment il le fait à travers l'histoire qu'il est en train de raconter, il le fait que dans l'interlude d'intervenir lui-même. Tu vois, à aucun moment quand quelque chose se passe sur un autre personnage, Roland n'intervient. Zéro. Là, c'est Jonas qui est là. On est en train d'écrire l'action de Jonas. À aucun moment, Roland n'est jamais intervenu. Pourquoi il le ferait à ce moment-là sur un détail aussi précis ? Je sais pas, c'est inutile. Tu vois, Roland, inutile. Roland qui donnerait un détail inutile. Lui qui aime pas ce qui est une utilité qu'on lui raconte une histoire. Tu vois, il y a un côté de c'est pas Roland qui fait ça. C'est le narrateur. Et le narrateur, du coup, c'est King. C'est QFD, merci. Je prends tous vos retours en commentaire. N'hésitez pas à essayer de venir me contredire. Change my mind, ça me fera vraiment plaisir. Donc il laisse la queue de chien sectionnée qu'il a ramenée dans une cage à pigeons et tag les murs, pour ainsi dire. Il est quand même pris d'un léger malaise en ayant l'impression qu'on a flairé sa présence grâce au touch et non pas au shining, qui n'est utilisé, nous dit-on, que par les pistoleros, les artistes et les fous. Dans le doute, il repart.
Du coup, ça veut bien dire que lui, il est vraiment... il l'a, quoi. Il a un peu le touch, c'est marrant. Oui, Ouais. je me dis, pour sentir qu'on t'observe, c'est que tu as ce qui permet d'observer aussi un petit peu, tu vois, je pense. Ouais. Du coup, il a un peu... presque failli être un pistolero. Juste, je comprends pas pourquoi le franglais, parce qu'en fait, il traduit... Oui, j'allais te demander le go home. Ouais, sus Go ma bite, home, bon, ça ok, doit c'est suck my prick en anglais. Et c'est en VO, j'ai regardé, c'est go home aussi. C'est cholo. Et du coup, je pense qu'il y a juste un problème de taille, De place. De texte. place. Mm. Qui est un peu chelou. Voilà. Shimi, terrifié, est arrivé sur la colline. Il est aussi terrifié par le serpent que par l'apparence de son abominable propriétaire, mais lui livre le tonneau de graphe et récupère en échange une enveloppe pour Cordelia Delgado, avec au passage une petite menace si jamais il fait lire ce papier à quelqu'un d'autre qu'à Coraline. Il refuse les avances de la sorcière et part accomplir la mission pour laquelle il était là. Il est bête, mais il a quand même compris ça, la livraison de graphe n'est qu'un prétexte. Pourquoi est-ce qu'il refuse aussi les avances de la sorcière? C'est parce trop que bien. son petit machin qui était trop gênant, il est tombé tout seul. C'est trop mignon. Là, non, mais la façon... En plus, c'est trop drôle parce que Réal en rit, quoi. Ouais. Tu vois, il y a un truc il a vraiment ce pouvoir de faire rire les gens, c'est trop drôle, quoi. C'est trop bien. Mm. Même Réal, faut y aller, quoi. J'aime beaucoup la description qui donne du lieu. On a vraiment c'est vraiment notre point de vue que Suzanne, et c'est vraiment à travers vraiment la description de Chimie qui est assez intéressante, je trouve. C'est marrant, je trouve ça trop cool. Fils de Stanley, voilà, concordance, page 123. Tome 1, Chimie. Chimie est un jeune homme légèrement arriéré, doté d'une chevelure noire et frisée, et d'une bonne nature. C'est l'enfant bâtard de Dolores Schimmer, ER à la fin, et très probablement, on ne sait pas, de Stanley Ruiz. Après que Cuthbert Allgood lui ait sauvé la vie, Chimie devient dévoué au cathète, ainsi de suite, blablabla. Dans la nouvelle version du Pistolero, Roland se remémore Chimie dans sa relation ombrageuse avec le mulet Capriccioso, qu'on précise dans ce passage précis. Le serpent, ne vous trompez pas, le serpent mort, il ne pique pas. Voilà. Parce que dans le passage, il dit il a peur d'être piqué par le serpent. Ah, oui, mais lui, il sait pas que les serpents, ça mord et que ça pique pas. Juste, Ouais. trompez Parce pas. que tu dis ne vous trompez pas, oui, mais merci. Oui, bien mais sûr. C'est pour lui. J'adore cette truc, je disais quoi Ah oui, la menace. Putain, la menace de Réa, elle est trop loin. Elle est trop bien. C'est bien. Prends soin de ne point montrer ceci à quelqu'un qui sache. À quelqu'un qui sache où un de ces soirs, Hermo t'attendra sous ton oreiller. Je vois loin, Chimie. Tu m'enregistres. Je vois loin. J'adore ce truc-là. C'est vraiment trop bien. Et du coup, j'ai pas compris ce passage juste après qui dit Chimie se rappela le jour où il avait vu Sai Delgado, le visage couvert de toile d'araignée, ou tout comme, et fut pris de frisson. L'horrible créature se dissimulait devant lui dans le brasure de la masure, pourrait bien être celle qui avait tissé ces mêmes toiles d'araignée. Je pense que c'est juste une métaphore pour dire qu'il avait croisé Suzanne juste après qu'elle soit revenue du Cous, non? Je sais pas. Il dit Sai Delgado. On sait pas qui est Sai. Ah. Ça pourrait être le père, ça pourrait être sa fille, ça pourrait être la tante. J'ai plus trop souvenir de la suite par rapport au père et si Chimie n'a pas vu un truc, mais j'ai pas persuadé qu'il ait vu un truc qu'il n'aurait pas dû voir à ce moment-là en fait. Voilà, je le pose là. On s'en souviendra probablement pas quand ça arrivera, mais si vous auditeurs vous en souvenez à un moment, parlez-en en commentaire. Mais je suis pas persuadé que du coup Chimie n'ait pas vu un truc parce que vraiment la description elle est assez précise pour qu'il y ait un truc chelou je trouve. Voilà. Et c'est tout. À la surprise de Berthe, Roland propose de rentrer au Barca en début d'après-midi, où ils ne peuvent que constater les dégâts. Et c'est drôle parce que vraiment, tu te dis, s'il y en a un qui a pas du tout le touch dans cette histoire-là, c'est Cuthbert. Il a rien capté. Le pauvre. Et il comprend bien qu'il est le seul des trois à rien avoir capté de ce qui se tramait. Et du coup, il est fou de rage. Et Roland est calme. Et Alain arrête in extremis le premier. Donc Berthe qui est sur le point de donner un coup de poing au second. Et c'est le visage doux et honnête d'Alain qui contribue surtout à le calmer. Il consent à sortir avec lui pour se détendre, non sans insulter Roland en haut-parlé au passage. Roland partit du Barca, Alain et Cuthbert se fâchent. Berthe ne fait pas confiance à Roland, qui n'est pistolero que par chance. On ne doute pas que ça soit de la mauvaise foi motivée par de la jalousie, mais c'est quand même dur à entendre. Ouais. Et dur à lire. J'aime bien le balangage. Sa colère, on la comprend, elle est dure.
Bien sûr. J'aime bien sa phrase, son bas langage. Je sais qu'une partie de toi le croit, mais ce n'est pas vrai. Ce qui l'est, par contre, c'est que tu as perdu la boussole. Tu baptises amour ton insouciance et tu te fais une vertu de ton irresponsabilité. Et je kiffe trop la phrase. Alain s'obstine, persuadé que Roland a raison et que Jonas veut justement qu'ils s'embrouillent tous. Cuthbert est fâché, donc il s'en va. Et en dehors de la ville, il tombe sur un Chimie blafard et terrorisé. Chimie raconte tout à son ami, donne la lettre à Cuthbert qui, en la lisant, écarquille grand les yeux. J'aime bien le... pourquoi tu l'excuses toujours, pourquoi ? Là-haut sur l'aplomb, il m'a demandé si je lui faisais confiance, je lui ai dit que oui, et c'est vrai. Alors t'es un imbécile. Et lui, un pistolero, s'il dit qu'on doit attendre encore, c'est qu'il le faut. C'est un pistolero par accident, un phénomène de foire, un muté. Et en fait... il y a je sais pas si c'est une véritable excuse ou enfin une véritable affirmation ou une insulte, mais je sais pas, je trouve ça trop bien en fait. Et toute la suite de Langren, elle est trop bien. Je l'ai relu 2 fois en mode putain, c'est tellement bien d'avoir la discussion violente depuis le temps où il se passe rien que c'était assez agréable, je trouve, à lire là-dessus quoi. Je pense que c'est vraiment une insulte gratuite. C'est tout. Hein. Ouais, probablement. Ouais. Et toute la fin de c'est quoi ? Il sortit de la ville, laissant derrière lui et le soleil face à son ombre s'étirait toujours plus long que dans le dos. Il songeait qu'il quitterait bientôt le grand roue pour gagner le Barca, chevauchant à travers la plomb, machin et tout. Et là, il tombe sur Chimie. Et en fait, il y a vraiment ce truc de Cuthbert tombe au bon moment pour Chimie et il le remonte, tu vois. Il y a un truc de putain, Cuthbert, je sais pas, c'est un bon personnage, je sais pas. Voilà. Au repos des voyageurs, Roy de Pape est tendu comme un string et raconte à Jonas sa rencontre avec un homme doté du sigle de Farson qui demande à le voir. Et on comprend dans l'échange qu'il y a quand même un fait amusant à propos de l'individu en question qui ressemble à d'autres personnes et il rit comme un mort. Et moi, à ce moment, je me suis dit, est-ce qu'il serait pas un peu légion, cet homme-là, par hasard ? Ouais, complètement. Moi, j'adore l'œil, évidemment, le sigle qui est l'œil du roi Cromazie, qui encore une fois, on revient à Sauron pour le truc. Et on a parlé que 5 minutes, mais pas plus. Mais à un moment, je l'ai regardé, j'ai cru voir le vieux Saligo Drizzy, celui que j'ai descendu. Un tout petit peu plus tard, je lui ai lancé un coup d'œil, je me suis dit comme ça, que je brûle l'enfer si c'est pas mon pas que j'ai devant moi. Puis ça s'est passé aussi, et il a de nouveau l'air d'être lui. Et en fait, putain, c'est clairement le mec qu'on voit dans La Clé des Vents, tu sais, le précepteur, je sais plus. Percepteur. Qu'on voit dans La Clé des Vents, et c'est clairement le gars qu'il y a dans les yeux du dragon, quoi. Vraiment, c'est trop intéressant, je trouve. Jonas se rend chez le maire. Je crois que c'est chez le maire qui se rend. Et pénètre dans la pièce où se trouve l'inconnu, une pièce pleine d'encens, et se retrouve face à un homme vêtu tout de noir. Cet homme en noir, aux yeux clairs, à la voix d'Amor, qui a des rêves que Jonas n'a pas, parce que c'est des rêves de notre monde. Incroyable. Et il lui parle de Frank Sinatra. Si on sait pas que c'est l'homme en noir à ce moment-là, déjà. Et oui, surtout qu'en plus, il souhaite tenir palabre. Ça, c'est vraiment un truc de l'homme en noir, tu vois. Et il s'appelle Walter. Oui, bah, pas encore à ce moment-là. Ah, pardon, c'est à la fin, ouais. Oui, c'est la toute fin. Mais Jonas, à ce moment-là, il se dit que c'est un homme glam. Zef, concordance ? Non, tu l'as pas noté ou pas ? On l'avait déjà fait, ça, non ? On l'avait déjà fait ? Ah, je sais pas, j'ai un doute. Plus. Okay. Je vais... Ben non, mais on poursuit. Après que l'homme en noir lui ait montré bonne patte, c'est-à-dire le sigle sur un carré de métal, Jonas consent à lui raconter tout ce qu'il sait et tout ce qu'il a vu depuis que les 3 gamins sont en ville. Et comme si on en doutait encore, l'homme se présente officiellement. Il s'appelle Walter. J'aime beaucoup Jonas qui n'ose pas toucher le sigle. Oui. En mode, et là qu'il tente en disant rends-le-moi voir. Et il dit non, je vais pas le toucher. Il dit je savais. Trop bien. Il aime bien jouer, il aime toujours bien jouer avec les autres. Joueurs, hein. Ah non, mais c'est trop bien, putain. C'est vraiment le. Alors, en plus, il y a un truc de. On passe tellement dans le fantastique plus, tu vois, d'un coup, tu vois. Il y a vraiment un truc de... On est dans le western pur, vraiment l'attente, les tensions entre les hommes, de pouvoir, d'ego, des gens charismatiques ou pas, machin et tout. Et là, d'un coup, t'as un mec qui arrive, il change de voix, il change de visage, il te rend fou, t'as dit, putain, tu passes d'un coup dans le fantastique, tu l'as pas vu revenir, tu vois. On sait qu'on est dedans, mais là, ça fait, je sais pas, 500 pages qu'on est plus là-dedans. On a quand même réa régulièrement quand même un petit peu pour le fantastique. Ouais, mais je trouve que la sorcière elle est assez bien amenée pour passer crème dans le monde où on est, tu vois. Et là d'un coup lui il jure, je trouve vachement en fait, tu vois.
Moi, ce que j'aime bien dans ces chapitres-là, c'est qu'on réancre toute cette histoire dans l'histoire de Roland qu'on connaît déjà et qui est celle qu'on veut suivre. Autant il y avait Sheb, mais Sheb, on l'a au final assez peu vu, ça n'a pas été trop un sujet, mais on nous a cité Sylvia Pittston et il y a Walter qui déboule en moins de 50 pages, et là tu te dis, ok, en fait, je comprends, je commence à comprendre un peu comment tout s'imbrique et à voir la grande toile que King fait avec la tour sombre, tu vois. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est agréable de retrouver, de dire, c'est pas complètement gratos et c'est pas une origin story qui est juste un peu trop longue. Il y a d'autres choses qui se jouent. Et notamment, déjà, la présence de Walter ici, quoi. C'est lui qui est à l'origine du truc et tu fais, oui, ok, d'accord. Et j'aime bien le fait qu'il se pose la question, est-ce que c'est Farson ou c'est pas Farson? Tu vois, t'as un truc de peut-être. Je crois qu'à la fin, c'est pas dans Concordance, ils expliquent que c'est pas le cas. Mais c'est marrant en fait qu'il y ait ce truc de, est-ce que c'est lui? Non, c'est pas Farson. Tu te souviens, on l'a vu, on l'a vu loin, Farson, on l'a jamais vraiment approché. Tu vois, il y a un truc de, est-ce qu'il existe vraiment, quoi, tu vois? J'aime bien. Quand Bert rentre au Barca, Roland et Alain ont tout nettoyé et jouent aux cartes. Roland le cache bien, mais il boude de ce que lui a rapporté Alain des propos de Cuthbert, et il commence à douter de lui-même. Cuthbert a un drôle d'air, la tête d'un jeune fou, j'imagine le sourire un peu de Jack Nicholson dans Shining, et Bert dit à son ami qu'il a fait une balade instructive et lui demande de venir voir dehors. Le guet-apens total. J'aime bien la phrase de Roland qui dit, si notre camaraderie est brisée, nous n'avons plus aucune chance de quitter Emeris vivant. Cela étant, je préfère périr de la main d'un ami que celle d'un ennemi. Putain. Oui, il est persuadé qu'il va lui coller une bastos dans la tête. Genre, c'est vraiment sort, on va régler ça comme des hommes et... Donc Roland suit Bert dehors, quasi certain qu'il va se faire tuer par son ami, et Alain les suit. Et quand même, c'est à ce moment-là aussi que Roland, à un moment donné, il se dit à lui-même que dans 3 semaines, tout sera fini. Qu'il ignore pourquoi il peut pas leur dire. Il y a un truc où lui, il sait que c'est bientôt fini, mais que il est incapable de leur dire et il sait pas pourquoi. C'est vrai, c'est trop bizarre. Dehors, Bert fait à Roland l'équivalent d'un t'aimes une tache pistache, mais il lui met un petit point et il lui jette une feuille, un papier que Roland déplie et lit à la lueur des étoiles le mot d'une écriture manuscrite. Fini sa pureté, Wilderbon l'a possédé par tous les trous, si fait. Et en capitale, qu'est-ce que tu dis de ça? Putain, l'enfer, cette phrase. J'aime bien il lui met un coup, l'autre il est à terre et il lui dit, voilà ce que je voulais te montrer, Roland. Ce petit arpent de poussière que tu as mordu. Si tu mâches bien, c'est peut-être ça. Peut-être que ça te remettra les idées en place. J'ai mis oh oui, Cuthbert avec un petit cœur sur mon truc. Non mais bien sûr, c'est trop bien. Roland voit sa vie défiler devant ses yeux, s'excuse, pleure de honte et de gratitude quand Bert le prend dans ses bras et le pardonne. Et il lui pardonne quand même super vite. Mais parce qu'en même temps, il n'y a pas grand-chose à pardonner en réalité. Il explique comment il a mis la main sur cette lettre et se fixe 2 objectifs. Faire en sorte que Shimi n'ait pas de problème à ne pas avoir délivré le message et empêcher la sorcière du Causse de tenter de le refaire passer. Bien sûr. Une seule solution. Demain, ils se rendront sur la colline et ils lui feront passer le message sans la tuer. Une décision de Roland qu'il finira par regretter, nous précise l'auteur. Bien sûr. Et surtout, Shimi paniqué en détresse comme s'il attendait une intervention du K en la personne de Arthur S. Le K avait fait son office. Tu vois, vraiment, tout est K qui te remet dans le droit chemin parce que allez, Ken, Suzanne, c'est pas ce que tu devais faire, mais du coup, il te remet dans le droit chemin en disant regarde, c'est ce que t'as fait. C'est ça que tu... Ouais. C'est où le truc du... J'ai pas relu la phrase de on va aller... gagner sa couchette ou sa zie. Fin du point 15. Quasiment à la fin du point 15, ouais. Où il regrettera le truc de pas l'avoir tué, ouais. C'est une petite préparation à la King. Ah, je l'ai pas vu. Fin du point. Où il dit qu'il regrettera de pas avoir tué la sorcière. En fait, il dit il va regretter cette décision de ne pas la tuer, sauf s'il est obligé. Mais donc, du coup, comme il la tue pas, il va regretter de pas l'avoir tuée. Ah oui, ouais. Si fait, on devrait, mais est-ce qu'on... Enfin, tu vois, machin, on va la tuer, on devrait. Si fait, on devrait, mais est-ce qu'on va le faire? Non, à moins d'y être obligé, je suppose. Ça, c'est Roland qui dit ça. Et on a, plus tard, il regretterait amèrement cette décision, si c'en était bien une. Ça, c'est drôle. Tout en comprenant pourquoi il l'avait prise. Il n'était guère plus âgé que Jack Chambers, cet automne-là, à Méris. Et décider de tuer ne vient ni facilement, ni naturellement à l'esprit de la plupart des garçons de cet âge. Et si ce passage-là n'est pas encore une intervention de King lui-même, ça fait très kingien de la façon de le dire, qui prouve que c'est bien lui le narrateur à travers tout ça, en fait. Ouais. Que c'est pas du tout Roland. Tu vois, le fait qu'il précise Jack Chambers, le fait qu'il précise
Qu'il fasse cette intro, cette fin de truc à la King, de dire il le regrettera plus tard et tout machin. Oui, après, c'est peut-être Roland qui, vu qu'il est tout le temps en train de réfléchir à 8000 trucs, il s'est dit, il a fait le parallèle avec Jake qui est là à ses côtés, et tu vois. Sinon, il aurait précisé, Roland aurait pensé que machin et tout. Pour moi, c'est des petits détails, c'est déjà bien en détail. Hein. Pour moi, c'est ça, quoi. Le lendemain matin, au menu du petit-déj, c'est passage à l'âge adulte. Bienvenue dans un récit de King. Roland et Cuthbert entament une matinée qu'ils n'oublieront jamais, je cite. Ils, je cite toujours, pénètrent dans le monde des pistoleros. Sous-entendu, en kingien, ça va barder. Ouais. Roland et Cuthbert sont d'accord pour dire que son erreur, ce n'est pas d'aimer Suzanne, mais d'avoir pensé qu'il pouvait mettre cet amour de côté et de tout séparer. Ouais, trop bien. La porte de la masure de la sorcière est ouverte. Roland s'approche de l'entrée. Cuthbert restait devant l'entrée pour couvrir ses arrières. Il ne peut pas la voir, mais il sent Réa les pieds. Il l'aperçoit presque dans l'ombre de l'intérieur de la maison. C'est marrant, elle est presque un peu cachée dans sa tanière. Ouais, je pense qu'elle a peur, en fait, à ce moment-là. Elle sait qu'elle est en danger, quoi, tu vois. Elle sait que c'est un pistolero. Roland reste où il est, jette la lettre et met en garde la sorcière. Cette fois, ils sont gentils, mais si elle pète de travers, ils lui feront payer. Et c'est marrant que, à ce stade-là, Roland y croit encore trop au pouvoir de l'autorité du juste. Alors que moi, même sans savoir la suite, on connaît assez bien Réa, on l'a assez vu pour dire, en fait, c'est pas un gamin pistolero, pas pistolero, venant la gronder qui va faire qu'elle va s'arrêter. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais lui, on sait tout de suite, il y a pas de doute, nous, on sait que ça suffira pas, mais lui, il y croit. Mais il a besoin, en fait, parce qu'il est du côté du bien, et comme il le dit, en fait, je représente la puissance du blanc, quoi, tu vois. Ouais. Il a besoin d'une justification pour agir, et là, il l'a pas. Il peut pas aller chez elle la tuer parce qu'elle a écrit un mot, en fait. Il a pas le droit de faire ça. C'est les mauvaises personnes qui font ça. C'est ceux qui se battent pour le noir. Oui, et du coup, c'est les Eldred Jonas qui font ça. Voilà. Et en fait, du coup, il est obligé de mettre en garde en disant, la prochaine fois, meuf, je reviens et je te tue parce que t'auras fait une connerie. Mais là, elle l'a pas faite. Enfin, en fait, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est ce qui différencie Eldred Jonas, qui pourrait être un pistolero, mais qu'en n'est pas devenu un, de Roland qui devient un pistolero, c'est ils ont la même chose en eux, mais ils n'ont pas la même maîtrise de ce qu'ils ont en eux. Ouais, et c'est ça, en fait, c'est Eldred Jonas, peu importe l'âge, il serait venu, il aurait tout dégommé. Et en fait, un pistolero, il fait pas ça, quoi. Mais en fait, il y a vraiment ce truc, c'est le thème réel de tous les nouveaux westerns d'après John Wayne, toute la partie de ce qu'on appelle les western spaghetti et du reste de on n'est plus sur un truc d'héros pur, parce qu'en vrai, Roland, c'est pas un héros dans le sens pur du terme. Le vrai héros, il ne tue pas. Le vrai héros, il se bat vraiment que pour la veuve et l'orphelin. Il se bat pas pour lui, il se bat pour le bien. Et Roland, il est pas ça, en fait. Il est ce qu'on est sur les nouveaux westerns. On est sur du l'anti-héros, en fait. On est sur le rogue, en fait, qui agit pour son bien. C'est un chaotique neutre, en fait. Il agit pour lui en se justifiant que c'est pour le bien, mais en fait, il fait quand même des actions qui sont pas ouf, quoi, tu vois. Et il est vraiment sur la tangente du truc qui est un peu limite. Mais là, il est encore sur l'héroïque. Et je trouve ça super intéressant parce que le véritable héros, il ne tue pas. Tu vois, enfin, Batman ne tue pas parce qu'il devient comme les vilains s'il le fait, en fait. C'est vraiment Daredevil ne peut pas tuer parce que sinon il franchit une ligne qui ne peut plus repasser en arrière, en fait. Et du coup, c'est intéressant cette limite qu'ils doivent se mettre. Et là, c'est une de ces limites là pour Roland, c'est si je la tue maintenant, je serai ce que je veux, ce que je combats, quoi. Et la sorcière ne dit rien. Alors, puisque qui ne dit mot consent, Roland se retourne à son cheval et abat au passage le serpent de Réa qui venait les attaquer, ce qui réveille sa colère. Et trop bien ce passage, parce que quand tu lis tout le passage, King précise à chaque fois qu'il y a des feuilles qui tombent. Et les feuilles de l'arbre qui tombent, et une feuille de l'arbre qui tombe sur le cheval de Roland, et le feuille de l'arbre qui tombe encore un peu, et tout machin. Et boum, c'est le serpent qui s'infiltrait sur l'arbre, qui allait attaquer Roland par le dessus. Putain, bien vu, oui. Et et en fait, putain, c'était vraiment l'indice de, pourquoi, en fait, tu te dis, pourquoi les feuilles elles tombent, on s'en fout, en fait. C'est quoi, il veut mettre un peu d'ambiance, c'est l'automne, pourquoi il en parle, ok, ça me rajoute de la tension avec le temps qui passe et tout machin. Et en vrai, quand j'ai vu, mais le serpent, il s'infiltrait, en fait, il faisait tomber les feuilles en avançant. C'est ouf. Je l'avais pas vu. J'ai kiffé. Et du coup, ils repartent parce qu'ils sont persuadés de l'avoir ainsi convaincu de se taire. Et il y a un truc dans ce passage-là, je sais plus exactement à quel endroit parce que je l'ai retrouvé plus tard en faisant des recherches. Roland, il se réfère à la sorcière à un moment donné en disant fille de personne, donc Doctor of None en anglais. Et en fait, à un moment donné,
bien plus tard dans le cycle, Mia, elle parle d'elle-même en disant fille de personne, daughter of none. Ah, pas mal. Ouais, c'est marrant. Ce qui, Pas mal. en soi, évidemment qu'il y a des... En fait, vu que c'est... C'est une insulte courante dans l'entre-deux-mondes. Oui, dans l'idée, Oui, en fait, ouais. vu que t'es vachement désigné par ta descendance, genre tu descends d'Arthur, machin, c'est pas forcément un lien entre les deux, mais c'est marrant de voir que les deux personnes qui sont mentionnées en tant que filles de personnes, c'est une sorcière et Mia, je sais pas comment on pourrait la qualifier, mais qui a un truc un peu de sorcière aussi, quoi. Bah ouais, des bons. Ouais. Ouais. Stylé. Roland a un plan, il est temps qu'il leur explique. Il faut qu'ils se réunissent tous les trois avec Suzanne. De son côté, une fois les garçons partis, Rhea pleure la mort d'Hermotte et annonce qu'elle se vengera. Je trouvais triste, en fait, Rhea qui est attaché à son serpent comme ça et qui est en mode ça la rend triste, tu vois. Je trouvais ça. Oui, un peu et triste. après, dans le reste du cycle, peut-être que j'en reparlerai à ce moment-là, mais elle porte le cadavre de son serpent autour du cou. Oh. Et en fait, moi j'ai lu que c'était... On revérifiera ça quand même qu'elle le porte autour du cou, mais moi ça me parle, ça me dit quelque chose. Et en fait, dans la légende d'Arthur d'Elde, on sait que la 12e année de son règne, il se bat contre un serpent qui s'appelle Seita, et en guise de victoire, il garde le corps du serpent autour de son cou aussi. Oh. Ouais, c'est marrant. Stylé et trop bien. Et c'est au moment de cette bataille, si on en croit le wiki fandom de la Tour Sombre, c'est au moment de cette bataille qu'il se rend compte que ces chevaliers avaient besoin d'armes et qui créent la baronnie d'Hendrickson au pied des montagnes rasées pour fournir des armes à feu. Ok. C'est ça qui déclenche la création des armes des pistoleros. Oh là, Je viens de relire le passage quand même. Elle a pas le serpent autour du Pas cou. encore, non, pas, oui, non, ça c'est sûr que c'est pas Ouais. maintenant, mais peut-être plus tard. Oui, oui. Et notons, parce que je viens de le voir, il y a quand même 19 points dans ce 4e chapitre. Oui. Voilà. Je trouve bien, tiens, on finit avec le point 19. Mais c'est marrant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà stylé. pas mal. J'ai hâte de la suite. Oui, je me souviens plus exactement des premiers échanges de Roland avec les autres et ce truc de est-ce qu'il leur fait une fable de La Fontaine à lui tout seul en mode rien ne sert de courir, il faut partir à point, tu vois, ou est-ce que comment il s'en sort, parce qu'il y a quand même un côté où il y a de la stratégie de sa part et on peut quand même pas ignorer, où il y a aussi un côté où il s'est fait dépasser par les éléments parce qu'il avait, alors j'allais dire autre chose, la tête ailleurs, ou peut-être un autre élément de son anatomie ailleurs, on sait pas, mais en tout cas il n'était pas vraiment concentré sur sa mission. Non, clairement pas. Très bien, est-ce que vous avez des choses à ajouter pour cet épisode? Nope. Non, pas pour moi. C'est cool. Du coup, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera le 19 avril. On lira les chapitres 5 à 7 de la partie 3. Donc on a un chapitre en moins, mais on est sur à peu près le même nombre de pages, une petite centaine de pages. Donc, fidèles auditeurs et auditrices, retrouvez-nous sur les réseaux, venez en parler avec nous sur Discord, laissez-nous des commentaires, Discord, YouTube, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Tous les liens sont en description de cet épisode. Merci messieurs pour ce nouvel épisode avec vous. Merci à Avec toi. plaisir. Je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Je t'entends pas tout le temps, grand poil. Hein. Enfin, là, bon t'as fait oui et j'ai pas entendu ton oui. C'est entendu peut-être ton non Discord. Ouais. Je vais parler plus fort alors. Non. Non, je pense que c'est le réglage de ton gars Par sur contre, Discord. Je vais peut-être faire clap à la bouche hein, parce que j'ai un truc qui enlève les sons et les claps ils se voient pas sur la piste. Ah oui, je veux bien alors. Un POC. Après 3. 1, 2, 3. Clap. Clap.